Bien, bonsoir à tous, très heureux d'accueillir nombreux de manière hybride ce soir à la fois donc en version numérique et derrière vos écrans d'ordinateur, mais aussi en présentiel dans cette salle Jean Moulin. Très heureux d'accueillir Luc Moret qui représente ce soir l'association Arthropologia. J'excuse donc notre maire Philippe Cochet qui est donc retenu à une réunion juste à côté d'ici pour travailler sur les sujets d'urbanisme et d'orientation de l'urbanisme à horizon 15 ou 20 ans en cas de la révision du scope avec le premier adjoint Comtolé que j'excuse également. Donc Bastien Join, je suis votre conseiller municipal délégué en charge du projet de ferme urbaine et j'ai la lourde tâche ce soir d'introduire cette conférence menée par Luc Mouret qui va venir nous parler de biodiversité. Il m'a semblé intéressant de reposer peut-être le contexte de notre aménagement du territoire de ces dernières années sur le secteur de Caluire et peut-être que l'on revoit ensemble finalement tout le privilège et la chance que nous avons d'être dans cette commune magnifique. On a l'habitude de dire qu'ici à Caluire, on est un petit peu chauvin, mais je peux le dire, on a la plus belle ville de l'agglomération, peut-être la plus belle ville de France, j'ose dire peut-être la plus belle ville du monde, avec un cadre de vie à nul autre pareil que les équipes municipales successives s'attachent à préserver. Deux artères majeures que vous connaissez très bien sur notre plateau, une artère Est avec la rue Pasteur, la rue Leclerc, une artère Ouest donc qui relie la rue Cosse, la rue Jean Moulin et l'avenue Général de Gaulle. Et au milieu de tout cela, il y a un parc linéaire urbain qui fait l'actualité ces derniers temps et que l'on souhaite absolument préserver. Donc ce parc qui est au milieu, le parc de la Voie verte, qui est édifié de voie ferrée qui connectait Lyon donc à Trévoux et qui est aujourd'hui un espace multimodal de pratiques diverses. Nos balles, à la fois les balles rondes et les balles saules, qui sont là aussi des espaces de dispersion de la biodiversité tout à fait exceptionnels. Je pense que Moret on parlera là-dessus. Il y a un travail énorme qui est conduit par le service Parc et Jardin, par la ville de Caluire et par un certain nombre d'opérateurs qui nous accompagnent pour faire en sorte que ces balles, qui sont des réservoirs de biodiversité, puissent être pérennes malgré le réchauffement climatique. Le plateau maraîcher, je vois un certain nombre d'amis agriculteurs du secteur que je salue tout particulièrement. Donc, le plateau maraîcher qui fait partie là aussi des orientations très fortes en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et notamment dans notre carte communale, que l'on s'attache à préserver, à sanctuariser. Comment est-ce qu'on a fait? Et tout simplement, à l'occasion de la dernière révision du plan local de l'urbanisme et de l'habitat, nous avons demandé à ce que cette zone puisse passer, je prends à témoin mes amis agriculteurs, en zone agricole, ce qui nous permet, là aussi, avec prochainement donc l'entrée en vigueur de la loi zéro artificialisation nette, d'avoir des espaces tout à fait pérennes. Peut-être pouvoir vous dire aussi que notre ville a beaucoup évolué des années 60 jusqu'aux années 2010. Et je voudrais vous donner un chiffre qui est un chiffre qui aujourd'hui nous interpelle. On est passé de 61% à 29% d'espaces non urbanisés. C'est une période où on a beaucoup construit. C'était effectivement le sens de l'histoire puisque notre ville est aux portes de Lyon et fait partie de la première couronne, donc on a pris notre part. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une autre phase. C'est la raison pour laquelle notamment Hugues Moret nous accompagne ce soir. Une phase où on souhaite vraiment tempérer pour pouvoir préserver ce cadre de vie à nul autre pareil qui fait de Caluire et Cuire évidemment la plus belle ville du monde. Je prends un témoin de la salle, mais il ne faut pas que les spectateurs souscrivent à ce propos. Vous dire aussi en matière agricole qu'on a une responsabilité très forte à agir, cher Hugues Moret, 10 mètres carrés par seconde ces 10 dernières années qui disparaissent des chiffres que nous donne la Fédération des jeunes agriculteurs, le syndicat des jeunes agriculteurs, et qui nous interpellent. En tout cas, nous ici à Caluire, on fait en sorte de pouvoir préserver ces terres. Dernier exemple en date avec notre projet de ferme urbaine que j'ai la chance de pouvoir piloter, projet qui s'amplifie puisque nous avons travaillé pour faire en sorte d'avoir 1,5 hectare supplémentaire au profit de la consommation locale et des paniers de légumes que vous pourrez consommer sur le site.
51% de notre territoire qui est en zone verte, d'espace vert, c'est-à-dire avec de la pelouse, de l'herbe, des arbres. 80% de ces espaces-là donc sont sur de la domaine privée, et donc ça nécessite qu'il puisse y avoir un travail commun à la fois entre la collectivité, mais aussi avec les propriétaires privés, parce que sans vous, eh bien finalement, on ne peut pas avoir de politique globale à l'échelle de notre territoire. Il y a un changement climatique, tout le monde le voit. C'est sa vélocité aujourd'hui qui rend vraiment compliqué notre adaptation, et c'est la raison pour laquelle je ne serai pas plus long, mais en quelques mots, je voudrais vous détailler les actions que l'on met en place ici à Caluire pour prendre notre part et essayer de faire en sorte d'apporter des réponses au niveau qui est le nôtre. Encore une fois, des réponses qui ne peuvent être apportées par la seule collectivité, mais vraiment collectivement toutes et tous. C'est le cas, par exemple, de la gestion différenciée des espaces. C'est le cas particulièrement cette année où on a mis des efforts, notamment avec des espaces de fauche tardive, où là aussi la biodiversité peut se déployer, mais Maureen en parlera bien mieux que moi. Dans ce cadre aussi, et vous le savez bien, on est très attaché à notre label Ville et Village Fleuri, et les 4 fleurs qui ont été décernées ces 10 dernières années à la ville de Caluire-et-Cuire, un label qui a beaucoup évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup dans le cadre de ce label de résilience, de gestion de l'eau, de gestion aussi des plantations. On fait en sorte de pouvoir diminuer le volet horticole et d'augmenter donc nos plantes vivaces qui consomment moins d'eau. Nous réinterrogeons aussi nos pratiques. En 2015, on a été plus rapide que la loi Labbé, et donc on a interdit les produits phytosanitaires sur la gestion de nos parcs et jardins. Là aussi, je peux saluer le grand boulot qui est fait par notre service parcs et jardins, qui est énorme, et donc qui nous aide à conduire toutes ces actions. Et la ferme urbaine, évidemment, je ne représente pas. On a beaucoup parlé ces dernières années. En 2 mots quand même, 5 hectares de terres agricoles sanctuarisées pour fournir nos écoles avec une agriculture 100% biologique en circuit extra court à destination de notre usine centrale. Notre charte environnementale également, charte environnementale qui a été faite il y a un an et demi, 2 ans. Donc, charte environnementale qui, là aussi, fait en sorte de promouvoir la biodiversité donc dans l'urbain, d'assurer sa dispersion et aussi le déplacement des espèces. Tout ceci, c'est des documents qui sont disponibles sur le site internet de la ville et que je vous invite à aller parcourir. C'est vrai que c'est très intéressant, et quand je parlais du lien avec notamment les propriétaires privés, je pensais à la charte environnementale où aujourd'hui en matière d'aménagement, vous avez beaucoup à faire sur les murets, les clôtures, là aussi pour que la biodiversité puisse passer. Le contrat de construction durable sur le volet de l'urbanisme, avec là aussi une volonté très forte de restreindre les droits à construire et de pouvoir augmenter le coefficient de biotope, donc de surface verte. C'est un travail commun avec nos agriculteurs. Le plan de gestion des balles, je l'ai évoqué très brièvement tout à l'heure, avec des études dans un plan de gestion arborée. Aujourd'hui, un vrai enjeu sur nos balles que l'on doit adapter avec un triptyque. Le premier, c'est le sujet du paysage, le volet patrimonial. Le deuxième, c'est le sujet de la sécurité en milieu urbain. Vous savez qu'à Caluire, il y a eu un certain nombre de catastrophes qui commencent à remonter aujourd'hui, mais qui doivent nous interroger au vu du réchauffement climatique et de la nécessité qu'on doit, notamment en matière d'accompagnement, pour faire évoluer la strate végétale et qu'elle soit plus résiliente, la strate arbustive, les arbres. Et puis également sur les sujets de préservation de biodiversité, mais là aussi je laisserai M. Mouret en parler. Je terminerai avec politique a démarré avec le groupe scolaire Ampère de végétalisation de nos cours d'école, mais aussi avec le centre Livet sur le volet de la désimperméabilisation. Et puis, quand je parlais de l'accompagnement des privés, il y a aussi un élément très fort, c'est vos copropriétés. Vous avez la possibilité, en lien avec la ville, mais aussi dans le cadre d'un dispositif métropolitain, de bénéficier de l'accompagnement, à la fois en termes de diagnostic et de financement, donc pour vos espaces verts, puisque 80% des espaces verts de la ville sont des espaces privés.
Voilà, tout ceci doit aboutir à un plan de sensibilisation à la transition écologique avec plusieurs publics. Je pense notamment aux agents de la ville. Je parle sous le contrôle de notre directeur général des services qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, mais aussi des élus et puis des habitants. Sur le mois de mai et de juin, deux cycles de conférences et d'ateliers participatifs autour de la biodiversité dans le jardin et de la découverte de la flore locale. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur Internet. Je peux vous donner donc quelques dates. Sur donc, le mois de mai, vous avez un premier atelier sur la biodiversité au jardin le mardi 16 mai de 18h à 20h au parc André-Lassagne. Le mercredi 31 mai au parc du fort de Montsuy de 14h à 16h. Le 5 juin de 18h à 20h au sport Campbell. Le 10 juin de 10h à 12h au parc des Berges. Sur la découverte de la flore locale, le 3 juin de 14h à 17h pour la ville du Val-Foron, le 14 juin pour le Golfe d'Acaille, et le 7 octobre à 9h pour la ville du Val-Foron. Vous retrouvez toutes ces informations clairement indiquées sur le site internet. Je laisse tout de suite la parole parce que j'ai été trop long à Hugues Moret. Merci à tous. Bien, merci et bonsoir à tous. Voilà une introduction qui nous met dans le vif du sujet, puisque vous devez défendre la plus belle ville du monde et que vous avez la chance d'avoir encore des agriculteurs, c'est une des rares communes des 59 communes de la métropole à ce là, puisque vous avez des espaces naturels de grande surface, vous êtes une des rares villes, un peu plus à l'ouest, mais ici un peu moins, qui ont des grands espaces comme ça, les balles, les balles, une chance. Parce qu'en fait, si on les avait coupés, comme on a tenté de le faire ici ou ailleurs, ça s'écroulait, donc on n'a pas construit aucune chance finalement que la nature vous ait contraint, et vous êtes contraint, vous, à Caluire, pour qu'aujourd'hui vous puissiez bénéficier de ce massif arboré qui est protégé. Et bon, effectivement, il faut peut-être réfléchir à l'accompagner dans l'adaptation, puisque c'est le problème, comme vous l'avez évoqué, c'est pas l'intensité des phénomènes qui se déroulent, c'est la rapidité avec laquelle ça se déroule. C'est-à-dire que ces phénomènes-là, si s'étalaient sur 150 000 à 200 000 ans, ce ne serait pas très grave. C'est sur 150 ans, ça pose pas de problème. Vous voyez que ça va quand même beaucoup vite. Voilà. Vous l'avez. Alors, tout au long de votre introduction, je vous ai dit, alors, ok, par où je vais rapprocher, je vais rapprocher sur cela, et je vais rapprocher par le dernier chiffre que vous avez donné, c'est qu'en fait, c'est bien d'avoir une collectivité qui se donne les moyens au travers de ces espaces verts, de la sanctuarisation de certains espaces agricoles naturels. C'est bon, il l'a dit, c'est 20%, parfois 10% de la surface d'une collectivité. Donc en fait, sans le public, 10%, ça restera insignifiant au regard de l'effort qu'il y a à faire pour rendre une partie, pour avoir cet effet d'ombrage, les transperçants, tout ce dont on va parler, tous ces services écosystémiques, les fonctionnalités qu'on a là-dessus. Voilà, moi c'était mon introduction, ce n'est pas nécessaire parce que je vais vous parler pendant une minute. Alors, il faudrait que ça marche, ça c'est pas mal. Non, ça ne marche pas ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, et ben, je vais le faire avec ça. Voilà le programme, il est vaste, je vais forcément aller rapidement sur certaines parties. En tout cas, le PDF, le document, vous pourrez l'avoir si ça vous intéresse de le relire à la tête reposée, de récupérer des informations, des chiffres qui sont dedans, parce que je risque de vous donner quelques chiffres. Donc, tout d'abord, rappeler ce que c'est que la biodiversité, pour qu'on soit tous sur une définition commune, parce qu'on n'a pas forcément tous la même idée. D'ailleurs, je voudrais bien savoir si quelqu'un voudra donner, c'est rare à un public que quelqu'un sent. Donc, je ne vais même pas montrer. Comme ça, ça évitera les malaises. On a un professeur d'SVT. Ah bon, non. Oui, voilà, c'est pas. À la limite, elle le sait, c'était plutôt pour tester. Oui, mais comme c'était la mienne. Ah, ok. Là, c'est émotionnel. Ah oui. L'autre humanité, c'est qu'est-ce qu'on a fait après, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça nous sert, parce qu'on peut regarder d'un point de vue concentré. Qu'est-ce que la demande, c'est d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ces grandes causes, quelles sont les grandes causes du déclin. Ça, c'est la manière un petit peu politiquement correcte de parler d'effondrement du vivant, parce qu'on vit une véritable disparition. On parle de sixième extinction de masse, avec une vitesse d'extinction qui est 1000 fois plus rapide que la normale. Donc, c'est pas un petit déclin. Ou alors, c'est l'autre définition du déclin, le déclin d'une civilisation. C'est quoi, tout est terminé. Donc, je ne sais pas lequel mot on utilise, mais on a toujours l'impression que le déclin ou l'érosion, c'est léger. Non, enfin, vous allez voir que les chiffres sont assez catastrophiques. Et heureusement qu'il y a la troisième partie qui est la plus longue, c'est en fait qu'est-ce qu'on peut faire facilement ou nous devons faire pour arrêter de faire. Et là-dedans, dans ces gestes au quotidien, dans ce jardin, dans sa consommation, dans ses déplacements, dans ses vacances, dans ses choix sociétaux, et bien on peut avancer ou pas.
parce que là, le temps presse. Donc rapidement, je ne m'étends pas là-dessus, si ça vous intéresse de voir qui on est, vous pouvez aller voir sur le site d'Arthropologia, l'association naturaliste, classiquement sur les animations scolaires grand public, conférences, sorties, ateliers, etc. On fait de l'expertise naturaliste sur la faune, sur la flore, le plan de gestion, de la formation professionnelle, et pas mal de lobbying. Je pense que d'ici là, vous en aurez conscience. Je tiens à vous dire que ce petit dessin est fait par Anne Bézot, une dessinatrice ex-lyonnaise, qui maintenant est partie dans le Puy-de-Dôme, mais qui a fait un gros pavé, une BD de 200 pages, sur la problématique, disons, la fourberie de ce qu'on nous vend au travers du recyclage tout azimut, que la vie en fait, peut durer à vitam aeternam à recycler les choses. Bon, en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, on n'écure pas, et puis on passe son temps à extraire, et finalement à rajouter une couche supérieure. Donc, voilà, une vraie enquête qui s'appelle Déchaînement. Et donc, si vous êtes intéressé par ce truc-là, allez trouver cette BD. Elle est particulièrement passionnante. Et bien, on y va. Et on y va en partant de loin. Je voulais juste vous rappeler que ça, c'est une galaxie en spirale qu'on appelle la Voie lactée. C'est la nôtre, on l'appelle comme ça parce que sur la bordure externe. Et quand on regarde dans la tranche, on voit un amas blanc d'étoiles. Ça fait cette Voie lactée. Selon les Grecs, c'était Hercule qui avait été retiré du sein de Héra, qui était venu téter discrètement, alors que c'était un fils illégitime. Donc elle l'a repoussé, il a recraché du lait dans l'espace. Bon, ça c'est de la mythologie. Mais c'est très intéressant. En tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va descendre sur cette petite planète bleue, là, qui est recouverte de 71% d'eau, la planète aquatique. C'est vraiment incroyable. On reparlera de ces 71% d'eau avec sa lune. Je voulais juste vous dire que en fait, c'est le seul endroit dans l'univers où la vie est connue. Et ça, c'est pas un hasard. Évidemment, on est très, très limité en termes de connaissances cosmiques. On est déjà très limité en termes de connaissances telluriques. Sur la Terre, on connaît très, très peu de choses. Peut-être 2,4 millions espèces. Il y en a peut-être 8, 10, 20, 30, 100 millions, en fait, on ne sait rien. Donc, on connaît très, très peu de choses. Évidemment, j'introduis ça par l'espace et par la planète parce qu'elle n'est pas placée au hasard, n'importe où. Et en fait, elle est placée dans une zone qui, en astronomie, porte un nom précis, qui s'appelle la zone de boucle d'or. Parce qu'elle est ni trop chaude, ni trop froide. Pas trop loin, pas trop proche du Soleil, de son étoile. Et donc, elle n'est pas trop grosse, pas trop petite. Et elle permet la vie, le développement de la vie. Et c'est comme ça qu'on repère les fameuses exoplanètes vivaces, dans lesquelles on n'ira pas, personne dans la salle et dans les environs de Cali ne connaîtra jamais cette chose-là, parce qu'on est à des distances qui sont incommensurables. L'étoile la plus proche, c'est le Soleil, 150 millions de kilomètres. Mais l'étoile la plus proche du Sud, c'est Alpha du Centaure, 2 années-lumière. Donc, vous voyez, on est loin d'y Bref, on y va. Et bien, on y va, on descend sur Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette biodiversité? Ben voilà, c'est ça la question que je vais vous poser, avec laquelle je ne vais pas vous embêter. Mais souvent, on définit ça au travers de cette photo. Enfin, on imagine ça. Des groupes de faune, de flore, et pour les plus ambitieux, des champignons, des bactéries, enfin, des trucs qu'on ne voit même pas. Oui, alors c'est effectivement ça, mais c'est une des composantes. J'ai rappelé une petite photo, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, la double liste d'ADN. Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est plus complexe que ça. C'est effectivement le niveau des organismes, donc toute la diversité des espèces que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, mais c'est aussi en amont la diversité des gènes, donc ce sur quoi la nature s'appuie pour évoluer et puis pour s'adapter. C'est aussi la diversité des écosystèmes, et c'est transversalement tous les grands processus écologiques que sont le cycle de l'eau, de l'air, de l'azote, etc. Et donc, quand on parle d'effondrement du vivant et de la biodiversité, ce n'est pas simplement la perte de quelques petits oiseaux et quelques papillons, c'est pas ça. C'est ça, plus la capacité de la nature à s'adapter aux changements violents qui arrivent, plus la perte de diversité des écosystèmes, et par conséquence, la perte de ces fonctionnalités naturelles qu'on appelle, quand on les regarde d'un point de vue anthropocentré, des services écosystémiques, c'est-à-dire la production d'oxygène, la production de nourriture, la filtration de l'air, de l'eau, la protection des cultures, enfin voilà, le recyclage organique, etc. Donc c'est bien ça qui est en train de disparaître, c'est pas simplement le monde d'organisme autour de nous. Voilà, je vous ai mis cette diapo pour avoir juste parlé 2 minutes sur qu'est-ce que c'est que cette diversité. À l'échelle de la France, c'est les chiffres qui sont à droite. Vous voyez qu'on a 150 mammifères, 40 amphibiens, 40 reptiles. C'est des chiffres qui sont finalement tout à fait appréhendables. Mais dès qu'on rentre dans les petites bêtes, alors finalement, on a 578 oiseaux, mais en France, il y a 150 coccinelles. La France métropolitaine, si on était Brandcom, est multiplié par 3 ou 4, au moins, on n'y connaît rien, 150 coccinelles. Il y a 250 cricons, criquets, sauterelles, grillons, etc. Il y a 1000 espèces d'abeilles en France métropolitaine.
Il y a 270 espèces de papillons de jour et 5400 papillons de nuit en France métropolitaine. Il y a 1750 espèces d'araignées. Il y a 5000 plantes. Et donc, on connaît près de 40 000 espèces d'insectes en France métropolitaine. Voilà, donc comme vous voyez, on compare ces petites bêtes par rapport aux grosses. Là, on est à des facteurs qui sont complètement délirants. Et ça nous laisse sous-entendre que certaines fonctionnalités majeures, ne serait-ce que le nourrissage de gros animaux, hein, ça c'est évidemment facile à imaginer, sont rendues par toutes ces petites bêtes que sont les arthropodes, c'est-à-dire les insectes, plus les araignées, tout ça, c'est les mille pattes. Mais les insectes représentent 60% de tous les vivants connus. 80% de tous les animaux de la planète, ce sont des insectes, en nombre d'espèces. Et on n'en connaît certainement pas le dixième. Voilà un truc pour présenter qui y avait sur cette terre, les non-humains, parce qu'il y en a une espèce, vous la connaissez, il y en a une, hein, mais répartie sur l'ensemble du globe, il y a peu d'espèces qui sont réparties sur l'ensemble du globe, il y en a quelques-unes. On les appelle d'ailleurs des espèces anthropophiles, des espèces qui aiment les humains, qui vivent avec nous, qui vivent notamment sur nos déchets. Les rats, les souris, les mouches domestiques, les blattes, etc. Ça, elles sont à peu près partout où il y a des humains parce qu'on les y a trimballés. Et heureusement, on s'en plaint, parce que potentiellement, ça transporte des maladies. Oui, bien sûr. Mais si on parle de biologie, ça ne se passe pas comme ça. Avant de potentiellement transporter ces maladies, elles ont consommé la source de matière organique primaire qui, elle, est à l'origine d'une prolifération microbienne potentiellement bien plus grave et à bien plus grande échelle. C'est-à-dire, avant d'être des vecteurs potentiels, ce sont des réducteurs à la base du problème. Et d'ailleurs, ça, c'est une clé dans la nature. On se bat contre les soi-disant proliférations de ceci ou de cela, qui sont très souvent le résultat d'un milieu qui a été appauvri, dans lequel on a ouvert une porte, et des espèces qui avaient des adaptations qui correspondaient aux portes ouvertes sont rentrées en défonçant des portes ouvertes. Et donc, ça n'existe pas dans la nature. Aucune espèce ne peut pulluler comme ça. Il y en avait, vous avez entendu parler régulièrement. Mais à part celle-là, aucune espèce ne pullule indéfiniment, puisqu'en fait, elle se coupe l'herbe sous son pied, elle coupe la branche sur laquelle elle est assise, et elle finira par disparaître. Donc, il y a toujours un phénomène de régulation qui existe. Alors, si on regarde à l'échelle de la planète, la diversité, elle est surtout dans les zones tropicales. 80-90% des espèces vivent en forêt tropicale. Un quart des espèces connues sur la planète vivent dans le sol. C'est étonnant, pas sur le sol, mais dans le sol. Et vu que ça représente 71% de la surface, le plus gros volume dans lequel on peut trouver de la vie sur Terre, c'est pas de l'air, c'est de l'eau. Mais on ne connaît que 13% des espèces, on est loin de tout les connaître. Ok, ça c'est l'état des lieux en termes de biodiversité. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a 10 000 ans, quand l'homme, c'est quelques milliers d'années après la sédentarisation, et donc le début de l'agriculture et de l'élevage, la biomasse, qui est le poids du vivant, des humains et de tous leurs animaux domestiques représentait 0,1% du poids des mammifères. Les hommes, leurs aurochs, leurs mouflons, leurs lapins, leurs chevaux, etc., représentaient 0,1% du poids des mammifères. En 2018, ça a changé parce que le poids, c'est 96%. On est passé de 0,1% en 2000 à 96%. C'est-à-dire que si vous posez tous les mammifères de la planète, une espèce représente 36% du poids des mammifères, une petite dizaine d'espèces, vaches, cheval, moutons, chèvres, etc., représentent 60% du poids des mammifères, et tout le reste que vous connaissez, qui a des poils et des mamelles, les rhinocéros, les éléphants, les girafes, les cerfs, les renards, les chiens, les loups, les écureuils, enfin je ne le fais pas, il y en a 6 sur la Terre, voilà, représente 4% du poids des mammifères. Mais à quel point on est modifié la Terre? Bon, ça vous aimez peut-être pas les mammifères, vous aimez peut-être les oiseaux. Ben, si on pèse les oiseaux sur la planète, c'est 70% qui vont enfermés dans des cages. Voilà l'état de la planète, ce qu'on en a fait. Tout ça pour avoir 28 milliards de bétail, je reviens sur la diapositive d'avant, 28 milliards de têtes vivantes en permanence. Pour 7 milliards d'habitants, c'était 4 bétails vivants par humain, en permanence. Alors tout le monde ne mange pas de la viande, et on gaspille énormément, et on tue 100 milliards chaque année. Voilà, on est 26 millions, 12 millions. Ben, le bilan est sympathique. On a détruit 83% des mammifères terrestres, 80% des mammifères aquatiques, 50% des plantes et 15% des poissons. Voilà, donc le bilan n'est pas super sympa, et si ça ne servait à rien, ces trucs-là ne seraient pas très graves. Sauf que cette complexité, ces interrelations, ces fonctionnalités, elles nous rendent des services qui sont simplement juste. Comme par exemple, la production d'oxygène. Sans ça, évidemment, vous ne respirez pas. Mais il n'y a pas de champignons. S'il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de dégradation du bois et de la matière organique. Et il y a des phénomènes de fossilisation. C'est bien, ça nous fera du pétrole, ça nous fera du gaz dans quelques centaines de millions d'années, mais pour ça. Ah oui, de toute façon, même si on règle tous nos problèmes, hein, c'est une question de durabilité d'une espèce sur Terre. 3, 4, 5 millions d'une espèce, un peu plus dans l'eau, 6 à 8, mais c'est toujours assez réduit. Quoi. Ça ne vit pas, une espèce ne vit pas pendant 100 millions d'années sur la Terre. Elle évolue, il y a d'autres espèces qui en découlent, etc. Mais notre espèce telle qu'on la connaît, même si on arrête toute cette horreur qui est en train de nous arriver, cette lame de fond, on ne sera pas là dans 150 millions d'années. Et ça n'a rien à voir avec les...
Voilà, et donc tous ces services, ces fonctionnalités, vous voyez que c'est la colonisation, c'est le préalable à la fécondation des fleurs, le recyclage de la matière organique, ça nous évite d'être ensevelis de cadavres extrêmement imposants, des trucs qui sont quand même plutôt utiles, surtout que ça boucle le cycle trophique, la chaîne trophique, et donc ça relance la machine en nourrissant le sol, les plantes, et donc les herbivores, les carnivores, etc. Ça, c'est classé par la FAO, le service qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation à l'ONU, en service d'approvisionnement, de régulation et service d'appui. Et puis, un service qui est anthropocentré, c'est les services culturels, parce que là, évidemment, on parle de la culture humaine, ça ne sous-entend nullement que les animaux et les plantes ont ou n'ont pas de culture, moi, j'en sais rien, en tout cas, on parle bien de culture humaine. Et je vous montre quelques exemples de services vraiment sur lesquels on ne peut pas vivre, par exemple, avec des agriculteurs dans la salle, le contrôle des ravageurs. Et ça fait 70 ans qu'on utilise de la chimie, un peu plus pour quelques molécules, mais grosso modo, ça fait ça. Bon. Effectivement, il y avait des pullulations de certains insectes qui étaient difficiles à enrayer, qui pouvaient notamment être maîtrisées par un des adages paysans. On ne met pas toutes ces œufs dans le même panier, ce qui s'appelait la polyculture élevage. Et quand on avait une attaque sur une culture, on avait d'autres cultures, d'autres élevages qui pouvaient permettre de réguler un petit peu les pertes. Aujourd'hui, avec la spécialisation, la productivité, la rentabilité, les investissements, la mécanisation, la chimie, etc., bon, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça fait partie aussi des accompagnements que la société doit assurer auprès de ses agriculteurs, puisqu'évidemment, tout ça, je l'aurais dit, une bonne fois pour toutes, on entendra sur l'agriculture, mais selon les chiffres de l'INSEE, il y a un agriculteur sur trois qui déclare 600 € par mois pour 70 heures de boulot, il y en a un sur 6 qui déclare 0 €. Voilà. Donc ça, c'est la réalité agricole en France en 2019-2020, je peux aller chercher les chiffres de l'INSEE. Et donc, évidemment, si on peut cultiver du bio, on est hyper local, super. Voilà, mettre la main à la poche, nous, par nos impôts, via les pouvoirs publics, mais aussi via les entreprises privées, qui se sucrent sur le dos de la planète, de votre santé, de la santé de la Terre depuis des dizaines d'années, et qui, à un moment, pourraient participer au changement de modèle agricole, d'accompagnement et de finançant les pays. Et à ce moment-là, on pourra rebénéficier et à grande échelle de ces services-là, comme la protection des cultures, les prédateurs qui vont manger les insectes qui ravagent les animaux qui s'attaquent à la culture, les parasites et les parasitoïdes qui vont, pareil, les contrôler, et puis les champignons, etc. L'autre service, je vais citer la pollinisation, 9 exemples sur 10 dehors dans la nature sont là parce que la génération précédente des insectes sont balayés sur les fleurs. C'est ça veut dire 90% des plantes nécessitent le passage des insectes pour se reproduire. En termes de diversité de l'alimentation, c'est 75%. Les 3/4 de l'alimentation en diversité dépendent de l'activité pollinisatrice des insectes. Évidemment, parfois, et notamment les présentations qui essayent de dévaluer ce service indispensable parlent de 35%. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est tout à fait vrai, les chiffres sont vrais. 75%, c'est la diversité de l'alimentation, 35%, c'est le tonnage. Et les plus gros volumes de produits, ce sont les céréales. Le riz, le blé, le maïs, le seigle, l'avoine. Et ça, la pollinisation se fait par le vent. Donc, ne dépendent pas des insectes. C'est bon, on connaît très facilement qu'on ne va pas se partir avec des sucres longs et d'amidon, qui lui font un petit peu de vitamines, de minéraux, de oligo-éléments. Ça se trouve dans les fruits, dans les légumes et dans les feuilles, pas dans les pannes de céréales. Voilà, et donc la pollinisation, c'est préalable à la production des bébés qu'on trouve dans les fruits qui sont offerts de modèles gonflés. Là, c'est d'actualité, on parle un petit peu plus qu'il y a 2 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 40 ans du réchauffement climatique, parce que ça fait bien 50 ans qu'on en parle. Et notamment parce qu'on le subit. La dernière élection présidentielle en France, c'était 3% du temps de parole des candidats étaient attribués au changement climatique. La biodiversité, c'était 10 fois moins. Et on va voir qu'il y a un lien étroit, et que parler de l'un sans l'autre, essayer de résoudre de l'un sans l'autre, en fait, c'est pas possible, puisque vous allez voir à quel point c'est intimement lié. Et donc, globalement, une ville, comme Caluire, ou une ville encore plus dans une grande métropole, on note une différence de 2 à 3 degrés en moyenne entre la ville, le centre-ville et la campagne environnante. En période de canicule, avec le réchauffement des minéraux dans les villes, on atteint 8 à 10%. 2019, dans le banlieue, c'était 12 degrés supérieurs entre le centre Lyon-Villeurbanne et la couronne verte, comme pas très loin d'ici. Et donc, évidemment, en termes de nervosité, de repos, de bien-être, de santé, c'est pas super agréable pour ceux qui vivent ça. Donc, les plantes, et là, je vais revenir lourdement, parce qu'on a une voie de salut dans les plantes, elles vont nous permettre de tempérer le climat, elles vont nous permettre de gérer l'eau, elles vont nous permettre de gérer la température, parce que ce sont les plus grosses ressources vivantes de la planète. Si on pèse tout le vivant, là je ne prends que pas que les mammifères, mais tout le vivant, les bactéries, les champignons, les plantes, les animaux, les protistes, tout, tout. Et bien, ça fait 100%. Dans ces 100%, il y en a 82,5 qui sont des plantes. 82% de la biomasse terrestre, c'est des plantes.
13%, c'était pas clair. 82 plus 13, ça fait 95. Il reste 2,4 pour les protistes, 2,2 pour les champignons et 0,37 pour tous les animaux. Alors que, évidemment, vous êtes des animaux, hein, nous sommes le vivant, nous sommes la nature, nous sommes la biodiversité, on est une petite partie d'une espèce. Et bien, vous imaginez inévitablement que les animaux prenaient une place plus importante, moins d'1% du poids du vivant. Moins d'un 2%. Des images que vous avez peut-être vu tourner avec une ville au soleil, et donc les températures qui sont plus ou moins chaudes, si elles sont à l'ombre, si elles sont à moitié au soleil, ou si elles sont en plein cagnard, si elles sont claires ou si elles sont foncées, et évidemment une ville, une rue similaire, globalement plantée, arborée, végétalisée, avec de l'humidité, donc dont les températures sont tout à fait différentes. Donc tout ça pour dire, et je le répéterai encore plusieurs fois, que les plantes, et notamment les arbres, sont un des seuls remparts efficaces à court terme et peu coûteux pour essayer d'atténuer un petit peu les effets du changement climatique. Je ne parle pas de l'arrêter. Pour vous présenter ça, je vous montre une petite animation que j'avais préparée pour, alors c'était Jonas, peu importe, mais vous allez comprendre pourquoi. Là, on est sur le sud-est de Lyon, l'est-est de Lyon. Je fais apparaître le point caractéristique que vous reconnaissez, le parc de Paris, le forêt de Feuilly, le fort de Bron, les Bron, la zone agricole sud et nord de Jonas et le parc Matan qui est arboré. Voilà. Maintenant, je tire le volet et je fais apparaître sur cette carte la carte de température. Tenez-vous bien, et voilà. Donc évidemment, ce qui est en rouge est à 42 degrés, vous voyez, ce qui est en bleu est à 20-21 degrés. Et évidemment, ce qui est en bleu correspond aux zones qui sont végétalisées. Même l'aéroport, oui, qui est quand même pas du tout intéressant. Même une zone agricole qui n'est pas arborée comme la zone agricole de sud et nord de Genasse, joue un rôle tout à fait intéressant dans la limitation du climat. Même de l'air, c'est moins efficace que les arbres, pour une raison, mais ça joue quand même un rôle tout à fait intéressant. Et donc voilà, en ville, on a fait ça pendant longtemps, mais vous l'avez ramené, passer de 60% à 21% de surface végétalisée, naturelle, ça fait une sacrée réduction. Et ben voilà ce qui se passe. Et c'est un projet qui a lieu là-bas, où ils ont construit un complexe sportif, très bien, et là, il y a un bois de 8 hectares qui est menacé par un projet immobilier. Voilà la carte de la température. Donc vous imaginez qu'une fois qu'on aura remplacé une bonne partie des arbres qui sont là par des bâtiments, les 40 degrés se retrouveront ici. En fait, faire ça, ça sert des végétaux. Là, c'est le plus facile et c'est le plus simple à ressentir parce que c'est la température que vous allez avoir cet été. Et une des 30 années les moins chaudes qu'on vient de vivre, voilà, dans les fin des 30 prochaines années. On voit la fin. Donc là, je fais une toute petite sortie. J'espère que ça va marcher. Une toute petite sortie, pas du tout, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Tant pis, vous aurez le lien, vous irez le voir sur ce lien. En fait, ça, c'est une simulation de la NASA des 140 dernières années de température, 1880 jusqu'à 2020, 2021, 2022. Et vous avez un cercle qui tourne, donc qui est bleu, on est dans les normales, blanc, quand on atteint les normales supérieures, et rouge, quand on sort des normales, et vous vous rendrez compte que toutes les dernières années, vous l'avez vécu, hein, c'est juste qu'on oublie ces choses-là, mais que toutes les dernières années sont les plus chaudes et que ça accélère à une vitesse terrible. En fait, ça, c'est les 10 dernières années, sur 140 ans. Allez voir, cliquez sur ce lien, vous tapez la spirale climatique de la NASA, c'est terrible, en fait, c'est en train de s'en aller. C'est une montée exponentielle. Exponentielle. Si on coupe tous les robinets aujourd'hui, tous les robinets de gaz fossile, les 1,5 degrés, on les a atteints l'année prochaine ou en 2026. C'est-à-dire que l'objectif est 2 degrés en 2100, c'est une blague, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible, pas dans ces conditions, pas dans ces conditions. Donc, et puis, si ça vous intéresse d'autres services écologiques publics, nous en retrouverez plus. Ils sont rendus par la présence et l'importance de la présence de la surface de nature. Voilà quelques exemples autour des villes, où on retrouve évidemment les problématiques liées à l'eau, au vivant, à la régulation de la température et à l'accompagnement de l'agriculture. Voilà. Il y en a plein d'autres, hein, ils sont détaillés, là, j'en ai mis. On a un petit problème, vous le savez, un petit problème d'effondrement, vous voyez, je ne sais pas, le temps là-dessus, vous savez, on est sur la courbe grise, là. On commence à mettre en place quelques efforts de conservation, des réserves, des choses comme ça, donc on tend vers la courbe orange, mais vous voyez bien que ça ne suffira pas, et il faudra aller sur la courbe verte, et là, ça veut dire modifier profondément le cycle de production, de consommation et les efforts de protection à grande échelle. Pour que peut-être en 2100, nos petits-enfants connaissent ce qu'on a connu en 2008, mais que ce n'est pas si très confiance.
Vous connaissez probablement aussi ces chiffres d'espèces menacées selon l'Union internationale de conservation de la nature. Vous voyez que tous les groupes mesurés sont remplis catastrophiques, c'est effrayant. À l'échelle des insectes, vous avez probablement entendu que 80% des insectes avaient disparu en Europe. Alors en fait, ça c'est une étude tronquée. La réalité de cette étude, c'est 80% de la biomasse des insectes volants, pas ceux qui sont au sol, a disparu pendant ces 30 dernières années sur 26 sites suivis en Allemagne. 2017, plus one. Super étonnant. Moi, je vous donne un truc qui est un petit peu plus pertinent, qui est paru en Nature 2 ans après, en 2019, et qui est suivi par principe, mais 280 150 prairies et 140 forêts. Et là, on a une perte en 10 ans seulement, et 2 tiers de la biomasse, de 8 individus sur 10. Rappelez-vous, ces 10 dernières années, 8 insectes sur 10 ont disparu. Ce sont eux qui nourrissent les vertébrés. Ce sont eux qui recyclent les matières organiques. Ce sont eux qui assurent la colonisation. Ce sont eux qui disent comment on va faire. Comment on va faire. Et on leur passe un petit bout de leur et à plus grande échelle, bien évidemment. Voilà, les 34% des espèces, et ces 36 en forêt, enfin, grosso modo, un tiers des espèces les plus visibles au quotidien. C'est terrible. Les alertes internationales du club, l'IPBES, la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, nous dit un taux d'extinction sans précédent, une réponse insuffisante, des changements transformateurs indispensables, des intérêts particuliers doivent dépasser bien les intérêts privés pour l'intérêt de tous. Le GIEC nous montre, voilà, on est dans la courbe rouge, c'est là, entre 3,7 et 5,2 degrés. Ça n'a pas marché, quoi. Quand la Terre était 4 degrés inférieure à aujourd'hui, 4, c'est pas beaucoup, et bien, il y avait 3 km de glace sur toute la moitié de l'hémisphère nord jusqu'au bassin parisien. 3 km de glace. 3 km. 3000 mètres. Okay, 3000 mètres, là, il est glacier. Voilà, ça c'est 4 degrés. Vous voulez vraiment qu'on aille voir ce que c'est 4 degrés de plus? Si ces choses vous intéressent, allez voir aussi le blog de mon pote de Thomas Wagner qui fait un sacré boulot sur la vulgarisation des problématiques de climat. Et notamment, ça c'est quand même terrible quand on est un occidental de se rendre compte qu'on est responsable de l'essentiel de la perturbation climatique et que les premiers qui vont le prendre de plein fouet, c'est les autres, ceux qui en ont fait. Donc la carte est à peu près inverse. Et ça c'est quand même terrible. Le GIEC, la plateforme internationale pour le climat, et l'IPBES nous disent les retombées catastrophiques, il faut changer de modèle, et nous, on attend, on verra plus tard. L'ONU s'y met, bien connu pour ses prises de position pour la planète, bien entendu. État d'urgence climatique, neutralité carbone doit être atteint, on est en train de creuser notre propre tombe, le pléon, on vient de le voir, est responsable de la santé des. Ok, c'est terrible, ça vient d'où? C'est parce que si on identifie, c'est quoi les causes de disparition du vivant? Les voilà le principal. C'est-à-dire, en premier lieu, on a les pollutions industrielles, agricoles, domestiques, routières, lumineuses, énorme, tout ça, ici comme ailleurs, hein, c'est pas une critique à laquelle, ici comme ailleurs, on éclaire des rues où il n'y a pas une personne qui passe. Il y a des gens qui passent dans certaines rues, certainement, où il y a 2, 3, 10, ok, il faut les laisser 10 heures allumées pour 3 personnes. Toutes ces choses-là qu'on a négligées dans un mouvement de gabegie énergétique, parce que ça coûte pas cher. Ça coûte rien l'énergie. On commence à se reposer les questions que ça coûte un petit peu plus cher. Ce n'est pas forcément pour des questions de défense de l'autre ou des autres, non Dieu, mais ça va y participer. L'autre problématique, c'est la destruction des habitats, le morcellement, qui est la même chose, mais dilué dans le temps. Et donc, la troisième, que j'ai listée là, c'est l'embrasement climatique et les changements globaux induits. Et donc, je tiens à vous dire que cette troisième cause, en fait, en réalité, qu'on monte en exergue, en drapeau comme le point ralliement, c'est pas vrai. Sauf que c'est une conséquence des 2 premières. La Terre brûle parce que les milieux naturels sont pollués et parce que les milieux naturels sont détruits. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle la Terre s'enflamme. Et donc, le changement climatique passe inévitablement par prendre soin de la planète. Inévitablement, c'est intimement lié. Après, évidemment, il y a d'autres causes, je ne m'étends pas dessus. À nous de décider ensemble, individuellement, en groupe, en société, en entreprise, en famille, si on y va, c'est pas bon. Voilà un autre petit schéma qui représente ce que je voulais raconter, mais il y a différentes causes qui sont un peu interdépendantes et qui se renforcent les unes les autres. Et puis, si on voit les pollutions, évidemment, voilà, on voit ce chiffre, là, je l'ai mis à jour. Hein. On avait commencé à baisser, on a augmenté, il y a 43 000 tonnes de pesticides en France. Alors que c'est le chiffre du ministère de l'écologie de 2021, c'est des achats en 2021. Alors qu'en 2007, l'Institut français de l'environnement, sous l'égide du ministère de l'écologie, change de nom tous les 6 ans, je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque,
nous montrait que 91% des eaux de surface et 59% des nappes phréatiques contenaient des traces de pesticides et de métaux morts en 2007. Et depuis, on a augmenté la quantité de pesticides. Alors, évidemment, on dirait on a diminué. On avait le plan Ecophyto 2018 qui consistait, suite au Grenelle de l'environnement, à réduire les pesticides de 50% entre 2008 et 2018. Super. Bah, allez voir sur le site du ministère de l'Agriculture, ce qu'il en est. En réalité, entre 2008 et 2018, on a une augmentation de 22%. Et là, où les produits avaient été interdits, on a une augmentation de 24%. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu une baisse de 50%, donc ils s'affichent à tour de bras aussi. Les objectifs, c'est important les objectifs, maintenant, de résultats. Et donc, ils s'affichent écrit au haut et fort. Entre 2008 et 2018, on avait un objectif de réduction de 50% des pesticides. OK. Et en réalité, on a monté de 40%. Donc, les objectifs en 2020-2025 sont quasi inatteignables. Et pourtant, on a des preuves scientifiques qui nous montrent que 90, 95, 99, 99,9% des produits utilisés en agriculture sont utilisés au pur vert parce qu'ils ne touchent pas leur cible. On a des publications qui sont obligatoires, comme le recueil des effets non intentionnels des produits phytosanitaires, c'est le bouchard pas pour des pesticides, les phytosanitaires, qui sont les temps, ça tue l'opinion, qui est produit par l'UIPV, l'Union nationale. Ça change les mouches, comment ça s'appelle. C'est le consortium d'ailleurs, Syngenta, Monsanto, l'Union internationale de la protection des plantes. Et la FAP est un organisme technique agricole de l'État, une technique nationale, qui est l'association de coordination technique agricole. Ils publient cet ouvrage et dedans, vous trouvez en fait l'énorme pavé, qui met toutes les données publiques sont analysées avec des dizaines, des centaines, des pages et des pages de familles d'auxiliaires, les abeilles, les staphylocoques, les carables, etc., qui sont tués par les produits. Parfois même des ravageurs comme certains acariens qui sont favorisés par ces produits. En fait, c'est terrible. C'est qu'on nous dit, au moins des produits qui ne marchent pas, donc 99% ne touchent pas sa cible, polluent vos eaux, polluent vos terres, polluent votre air, on y va allègrement. Alors, comment on change ce modèle? On change ce modèle en mettant des gens dans les champs et en apprenant certaines techniques. Et donc, ça, c'est le plus gros problème, c'est ce qui coûte le plus cher la main-d'œuvre. Et donc là, ça veut dire que ce genre de boulot n'est pas du boulot facile. Il y a, un changement de modèle de production à mettre en place. Et je ne sais pas qui va y aller, mais aujourd'hui, on perd des agriculteurs chaque année. On réduit le nombre d'agriculteurs alors qu'on devrait largement les augmenter. À côté de ça, on a ça l'année. Vous imaginez qu'il y a certains organismes sur Terre, certains animaux qui ne peuvent pas sortir 2 jours avant la pleine lune, 2 jours avant et 2 jours après la pleine lune. Pendant 4-5 jours, chaque mois, ils ne peuvent pas sortir parce que c'est trop lumineux dans le ciel, ça les dégoûte. Voilà. Okay. Maintenant, considérez que chaque lampe est plus puissante qu'une lumière lumineuse. Vous vous en rendez compte? On a 9 millions de points lumineux publics en France, sans compter les privés, sans compter les... En fait, c'est juste pas possible. Oui, c'est pas grave, les animaux énormes, ben non, parce qu'en fait, il y a 28% des vertébrés qui vivent la nuit. Donc, effectivement, ou au crépuscule, des chevreuils, des renards, la majorité des vertébrés vivent le jour, les oiseaux. Mais il y a 64% des invertébrés qui vivent la nuit. Et là, les invertébrés sont beaucoup plus énormes. Donc, je vais vous retraduire ça de façon simple. Allumer la nuit, biologiquement, sur cette planète, c'est pire qu'éteindre la journée. Je ne parle pas pour nous, je parle pour le vie. Et vous comprenez ce que ça veut dire, éteindre la journée. Donc, il va falloir qu'on fasse un effort, parce que soit les animaux fuient, évitent ces barrières, et donc se font écraser, prédater, perturbent leur cycle de reproduction, ne retrouvent pas le sexe opposé, etc. C'est une continuité de la perturbation des cycles biologiques. Soit ils sont attirés, puis ils tournent autour, et ils finissent par s'épuiser. En tout cas, ils ne s'occupent pas de se lever en dessous. On a plein de leviers. Même là aussi, les chiffres sont clairs, je les montre, c'est pas le sujet, mais on a un potentiel de 70% d'économie. 70% de la consommation du tertiaire. Les éclairages se fait 2 jours. 2 jours. On dépense l'éclairage essentiellement 2 jours. Les points lumineux sont désuets, on consomme, etc. C'est pas les bons. Maintenant, on a plein de techniques, des déclencheurs, des longueurs d'onde qui perturbent moins la faune, des atténuateurs. On a plein de choses qu'on peut faire. Donc, ça veut dire un investissement, encore une fois, pour essayer de partager même la nuit. Bon, en France, ça donne ça. 100 millions, entre 1910 et 2010, entre 1,5 et 2 millions de kilomètres de haies coupées. En termes de destruction des habitats, ça veut dire 50 fois le caractère. On a détruit les 2 tiers des zones humides. L'unité de fertilisation, comme je l'avais dit, c'est de 9,5 mètres par seconde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et le temps que je le dise,
J'ai eu quand même pas mal d'hectares, ça veut dire interdit, les 5 000. Et c'est ça qu'on a perdu, les bocages. Heureusement, là, c'est un peu vallonné, ben, on les a conservés parce que ça servait à lutter contre l'érosion, et ça aidait les ravitaillements de terrain. C'est le cas des balles. Les haies, 2 millions de kilomètres de haies, ce n'est pas des lignes de tuyas, cyprès, liagnus, cerises. C'est des arbres de 20, 25, 30 mètres de haut, c'est des arbustes, c'est une bande herbacée. C'est ça qui va jouer des rôles mécaniques, hydriques et biologiques pertinents et même indispensables pour l'agriculture. Le bien-être, la santé, la vête des céréales, la protection du bétail, la production d'ombrage, d'eau, de réservoir de biodiversité, de fleurs, de fruits, de feuilles, de refuges d'hiver, de zones de transition, de corridors. Qu'est-ce qu'on fait? On les a, les solutions sont ça. Les monts d'Acadune et point d'eau, qui pendant des siècles ont été curés par les paysans qui s'en servaient. Ils ont pris à la gorge, nous, ils n'ont pas le temps d'aller faire ça. Donc, ils ont d'autres modalités pour abreuver leur bétail. Et donc, ça se referme par un processus naturel, d'enfrichement. C'est normal. Et donc, c'est en train de disparaître quand on les a pas comblés pour augmenter la taille des champs. Les étangs sont en train de se refermer, donc ils vont mettre des belles plantes exotiques, et hop, ça referme les temps quelques années. Les traitements naturels, on engraisse, on profite de l'environnement, on modifie complètement la flore, on perd les qualités organoleptiques, même on produit plus. Les zones de rochers, on fait péter la dynamique dans les zones montagneuses pour augmenter la surface de production et pouvoir rendre du fromage français au bout de la planète. Et les parcs nationaux, comme le parc de la Bahamas ou les autres parcs nationaux sont malheureusement pas exemples parce que la pollution est diffuse, elle est diffusée par micro-organisation dans les nuages, elle est remontée par les pâturages, par les dizaines de milliers de vaches, les centaines de milliers de moutons qu'on met dans les alpages et qui déposent chaque fois qu'ils font une porte à chaleur, qui perdent des poils, et ben des insecticides qui ont été posés sur leur corps ou ce qu'on appelle des vermifuges, qu'on appelle des biotiques qui vont ingérer, qui dépendent dans leurs urines et leurs excréments, et donc ils ravagent le haut des parcs nationaux et le plus haut statut de protection. Sans parler du piétinement, du changement de nourrissage du sol, puisqu'on apporte beaucoup d'amendements, et donc un sol tassé, surazoté, modifie complètement les plantes, c'est-à-dire que ces fleurs disparaissent au profit des orties, du rumex, des charbons, de tout ce qui va manger, qui va pousser dans le sol tassé et manger l'excès d'azote. Quand même terrible. Voilà, le modèle agricole qu'on a pris déjà, on est déjà bien lancé dans le cycle, c'est pas il y a et on a pris ce modèle-là, on pourrait se dire, oui, et là c'est un petit peu exagéré, c'est un petit peu caricatural. Ah oui, puis on a une bulle d'avion de France. Non, en fait, c'est pas caricatural, sur le dessin, c'est moins pire en réalité de ce qu'on a fait. Évidemment, encore une fois, c'est pas quel lien, on n'est pas en train de parler de quel lien, on est en nord-ouest de Paris. Donc moi, je vais aller voir sur ces, parce que c'est beaucoup plus beau que. Oui, mais il y a plus beau, c'est sûr. Alors, ok, mais qu'est-ce qu'on détruit comme zone? 35 000 hectares chaque année, mais qu'est-ce que c'est cette zone qu'on détruit? C'est peut-être des zones qu'on ne peut pas affecter un usage de société, même pas du tout. Parce que 88,5% des terres artificialisées sont des zones agricoles hétérogènes, des terrains rares et des prairies et hautes surfaces toujours en herbe. C'est ça qu'on ravage. C'est l'agriculture pour pouvoir construire des bâtiments, pour faire des supermarchés et des complexes de cinéma. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça se trouve, pas des complexes de cinéma, ça se trouve, on en fait des super. Et bien, pas du tout. Désolé de vous dire, alors c'est le site du ministère de l'écologie en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle l'Adréal, direction régionale de l'environnement, l'alimentation, etc. Et donc, c'est sur leur site que j'ai vu. Et bien, en fait, à 13%, on en fait des mines et des décharges, des zones urbanisées, des zones en d'autres termes, c'est écrit d'ailleurs dans les lectures, ça c'est sur leur site, 42% des espaces naturels perdus en 2006-2012 sont devenus des mines, des décharges et des chantiers. On les a pas, les solutions, dans la zone, ne sont pas simples. Voilà la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout ce qui est en orange, toujours sur le site, c'est ce qui a été urbanisé jusqu'en 2000, pas 2 millions d'urbanisation. En rouge, c'est ce qui est urbanisé entre 2000 et 2012. Maintenant, la 89 est entière. Donc, elle fait ça, il y aura un gros trait rouge. Voilà la métropole de Lyon en 1950, avec Calvi, perdu, passe dans la campagne. Et voilà la métropole de Lyon en 2015, avec Calvi, perdu au milieu des bâtiments. Même si c'était pas loin. Et à côté de ça, on a rendu un service à la faune, on lui a donné à manger. Et on lui a donné à manger quoi? Et bien, sous couvert de fleurissement des villes et des villages, on a installé tout un tas de plantes, mais jolies. C'était de l'esthétique, c'était majestueux, les gerbes de pétunia, oui, ce genre. Super, magnifique. Je ne remets pas du tout ça en question. Sur certaines espèces, oui, les autres ne sont pas toujours. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout adapté à la faune locale. C'est que ça demande beaucoup d'eau, ça demande de l'énergie, ça demande la plupart du temps des pesticides à la production, puisque la plupart des cultures sont pas en bio, et ça rend quand même quelques services contre-services.
Je vais vous l'expliquer. Voilà d'autres exemples. Maintenant, on a remplacé les grandes avec la Lyon, dans la métropole de Lyon, toutes les grandes villes où l'écologie est un peu plus avancée, où on est revenu sur des annuels, on est passé du bas, on a arrêté les suspensions. Donc ça n'existe plus ici. Vous sortez de la couronne, faites 10 km, 20 km, 30 km, après vous allez dans le passé en termes d'écologie, vous retrouvez ces choses-là partout autour de la métropole. Mais c'était lié à cet effet de la présence, l'omniprésence de l'écologie politique, associative, sociétale, dans les grandes métropoles, ça bouge plus, c'est normal. Donc, on a remplacé les suspensions avec tous ces véraniums pétunias sur Finian, c'est pas grave. Des prairies mellifères, magnifique, magnifique. Oui, sauf que comme c'est une organisme naturel, en fait, ça ne ressemble pas du tout à une prairie. Il y a beaucoup trop de fleurs, une prairie, c'est essentiellement des graminées et quelques pattes de fleurs, mais certainement pas un mélange de fleurs comme ça. Deux, ce sont des plantes exotiques et des plantes modifiées. Alors, je vous montre quelques exemples, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Voilà, ça c'est un bleuet, tout à fait indigène. Sauf que ça, c'est le bleuet d'aujourd'hui. Un bleuet, en réalité, ça ressemble à ça. Et comme on s'est dit, bah, c'est sympa, mais elle aurait pu quand même se sortir du monde époque et faire un truc un peu plus joli. Donc, on va le modifier. On va faire quoi? On va trouver des tares génétiques et augmenter le nombre de pétales. Petite anecdote pour les botanistes et biologistes, c'est une astéracée. Les astéracées n'ont pas de pétales, ce sont des fleurs ligulées sur les bords et des fleurs tubulées au centre. Parenthèse finie, c'est juste pour que vous ne pensiez pas que l'appelle des pétales, ce qui n'est pas des pétales, mais pour la simplicité de l'implantation, on va appeler ça des pétales. Si on force une plante à augmenter par sélection d'une tare génétique de façon surnuméraire un organe, comme les pétales, il y en a d'autres qui vont être moins bien faits ou moins bien présents. Donc on en a fait des bleus à double pétales, puis on a changé la couleur, des rosets, des bleus foncés, des violets, des blancs faits. Voilà à quoi ressemblent les bleus aujourd'hui. Et donc évidemment, le pollen et le nectar est soit pas accessible, soit déficient, carencé, soit juste absent. Mais par contre, les pétales qui ne sont pas du tout faits pour faire joli pour nous, ni pour offrir des fleurs en fil, ce n'est pas du tout la première fonction des fleurs, c'est une feuille modifiée qui reflète les ultraviolets pour être vue par les insectes et servir de peste intéressante pour les insectes qui vient dedans, qui suit les petits points qu'on voit à l'ultraviolet et qui va au gland d'un nectar pour lécher le nectar, qui se fait saupoudrer le dos de pollen et qui transporte ça dans une autre fleur. Et donc, il y a sûr la pollinisation, puisque les végétaux végètent, ne bougent pas, les animaux sont animés, les végétaux utilisent certains vecteurs animaux pour la pollinisation. Très bien. Le pétale, il est mort, donc ils vont tourner autour pour une nourriture qui n'existe pas. Mais si vous n'êtes pas entomologiste, que vous passez devant un champ comme ça de fleurs trafiquées, vous voyez plein de baies, super. Il y a des baies, c'est génial, on va en plus se trouver la nature. Ok, maintenant passez 20 minutes dessus et suivez une des seules, et vous allez devoir tomber d'une addition à l'autre. Elle ne trouve pas de nourriture, donc elle cherche, et elle finit par mourir. Quand on est dans une ville qui est tendue à ras, dans laquelle il n'y a pas de ressources, et que vous mettez un massif comme ça, évidemment, tous les insectes, c'est les seules fleurs qui ont. Tous les insectes viennent mourir en masse. C'est terrible. Et je vous promets que les gens qui vendent ça ne sont pas au courant. Les gens qui les produisent, je ne garantis pas qu'ils soient au courant. Mais les gens qui les vendent dans les jardineries, les gens qui les achètent, et vous en avez peut-être fait partie, ne peuvent pas se douter d'un truc comme ça. Ils ne peuvent pas se douter, c'est pas possible. Et si on avait fait que ça au co-bleuet, c'était pas grave. Mais les glyptogènes, en fait, sur la nature, ça ressemble à ça, avec les burrites. Voilà à quoi ça ressemble dans les cimetières. Les roses, toutes les rosacées, balayées pour 5 pétales. On a fait ça. Les soucis, ça ressemble à ça, on a fait ça. Les bénévoles, je ne sais pas si vous saviez à quoi ça ressemblait, parce que ce n'était pas modifié. Ah, les rois, elle est où la nourriture? Elle est où la nourriture? Elle est où? Vous voyez ce qu'on a fait? Pour faire joli, pour cramer. C'est ça qu'on a fait. Bon, c'est ça. Et le problème, c'est que regardez, quand on prend une espèce de plante et qu'on la pose à plusieurs milliers de kilomètres de son aire d'origine, dans la faune qui n'est pas adaptée peut, par exemple, comme le cas dans ces types d'adéniens, une abeille qui se retrouve coincée, morte, pendue par sa langue. On a essayé de butiner cette plante-là, on peut trouver dans vos jardins. Ou les zonothères, les zonagroses, avec ce morosphinx coincé. Ou la japorsoie avec ce lambda coincé. Voilà, pendue. Morte, pendue par la langue. Génial. Voilà, désolé de vous dire que en arrivant à Caluire, j'en ai vu partout, mais ce n'est pas le fait de Caluire, c'est le fait de toutes les grandes, je pense que les fois que c'est le fait de toutes les grandes communes. Des tilleuls à pompiers, on sait, selon la littérature scientifique, qu'il y a 256 espèces d'abeilles qui meurent dessous lorsqu'il y a en stress hydrique, coupent les glandes à nectar, et du coup, les insectes viennent attirés par l'odeur et la couleur et cherchent une nourriture qui n'existe pas. S'il y avait qu'un homme au milieu de la masse, on va passer sur le autre. S'il y avait des herbes en dessous, on va passer sur les herbes. Mais vu qu'il y a 220 devant la maison de l'environnement, là, c'est la de garder. Ça, c'est des cibles pas chaudes, mais vous en avez 150, 100 ici, 100 ici. Vous n'aurez pas fait point. Vous en avez tous, sauf 3. Donc, en fait, vous faites comment? Vous tournez un arbre d'arbre et vous m'envoyez quoi. Voilà, c'est à ça qu'on fait le jeu. Belle place, belle cour. Beaucoup trop de conifères. Les conifères font peu d'evapotranspiration, peu d'ombrage.
on acidifie le sol. Vous voyez l'exemple de Paris, terrible. On a supprimé, vous la voyez, cette strate manquante. Les arbustes, il y a des conifères, là, oui, il y a un arbre exotique, il y a un robinier, puis il y a des cèdres, il y a des sapins, il y a des tuyas, il y a de l'herbe tendue nanifiée, très bien, et il ne manque pas des arbres à feuilles, des arbres à fleurs, des arbustes. Où ils sont les 2 millions de kilomètres de même dans nos parcs urbains, même dans vos jardins, même au milieu agricole. Je vous garantis qu'il manque cette strate de partout qui est la plus importante, les arbustes. Je ne hiérarchise pas en disant ça. La plus importante parce que c'est le plus grand pourvoyeur de fleurs, donc c'est lui qui nourrit les oiseaux. Le plus grand pourvoyeur de fruits, donc c'est lui qui nourrit les oiseaux. C'est des branches qui sont extrêmement denses, donc c'est lui qui permet aux animaux de se cacher dedans et aux oiseaux de nicher. Ah, mais il y a des arbres pour les oiseaux. Oui, les gros, vous voyez, les pies, les corneilles, etc. Très bien, mais si vous voulez des mélanges et des moineaux, il leur faut des petits arbustes pour se cacher, des murets de pierre, certains pour nicher, et des arbres creux pour pouvoir s'installer. Bon, vous voyez que ce n'est pas ça, ensemble du jardin. Voilà. Alors, en termes de déforestation à l'échelle de la planète, j'ai juste un petit écart sur la planète, parce que finalement, il n'y a pas qu'en France, on fait n'importe quoi. Normalement, les forêts, dans leur fonctionnement naturel, elles captent 30% du carbone émis par l'humanité. Ça, sans rien faire. Regarde dans les arbres poussés. 30% du carbone émis, il est avalé pour stocker dans les troncs, etc., par photosynthèse. Mais quand on détruit 13 à 14 millions d'hectares chaque année, en fait, les forêts elles libèrent 1,5 milliard de tonnes de CO2, ce qui veut dire que, et ça, j'ai mis ça, j'ai rajouté ça, parce qu'en fait, c'est juste pour dire que c'est pas eux qui font ça, c'est nous. Hein. Le soja, l'huile de palme et l'élevage intensif, il n'est pas fait pour nourrir les Indonésiens ou les Brésiliens, il est fait pour nourrir les sociétés sauvages d'Occident. Donc c'est nous qui sommes un petit peu responsables de ça. L'Europe, l'Union européenne, le premier impact sur la forêt tropicale à cause du soja. Le premier impact mondial. Arrête de dire c'est les Brésiliens, c'est les Chinois, c'est les Américains. Non, c'est l'Union européenne. Premier impact sur la forêt à cause du soja. Résultat, une étude de Nature, de Science, qui nous montre que, en raison de la déforestation et de la dégradation des arbres, les forêts tropicales émettent 2 fois plus de CO2 qu'elles en absorbent. Ce n'est pas la place, on a fait un nettoyeur, on l'a décidé. Bon, bon, je n'arrive pas vraiment, on fait quoi? On fait quoi maintenant? D'abord, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Alors pour ça, 2 points. Premièrement, les sociologues, qui vous montrent, dans l'histoire, c'est toujours passé comme ça, hein. Ne doutez pas qu'un petit nombre de gens soient incapables de changer profondément une société, parce que c'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Margaret Mead, ethnologue du 19e siècle. Et ça, en fait, c'est toujours comme ça. Il va falloir un rapport de force, je ne parle pas tout à fait plus, c'est un rapport de force qui va pouvoir influer et diriger la société dans un sens. Mais les sociologues nous disent qu'il ne faut pas 51% de la population décidée à aller dans un sens. Il faut 8, 10, 12% de gens motivés pour entraîner le reste de la population, en sachant que de l'autre côté, il y en a qui freineront le cas de fer pour essayer de garder ces prérogatives. Donc c'est juste un rapport de force. Mais c'est ça, moi là, je veux bien passer du temps avec vous pour essayer de partager ce truc-là, essayer de ramener les gens dans l'action pour le bien commun. Et l'action, quelle action? C'est de ça dont on va parler maintenant. C'est celle-là, c'est l'action de la nature, c'est même pas l'action que vous allez faire, c'est la place et le temps qu'on va lui laisser pour qu'elle puisse efficacement faire ce qu'elle fait. Et là, vous allez voir en 10 ans quelques exemples d'espaces complètement modifiés, mais intégralement, le faciès n'est plus du tout le même. Donc, on peut, moyennant un peu d'espace, un peu de temps, se retirer et laisser des espaces aux autres espèces qu'on va partager. Et vous allez voir, c'est de ça dont on va parler maintenant. Donc, c'est maintenant qu'il faut. Et évidemment, là aussi, petite parenthèse, si on n'arrête pas de polluer, de gaspiller, etc., c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, on va parler des choses qui ne marchent pas, donc il va falloir modifier les consommations à côté, très bien, ça veut dire changer nos habitudes, hein, sinon, c'est pas possible. En premier lieu, si on veut faire quelque chose, il va falloir qu'on protège ce qui fonctionne encore. Parce que planter une baguette quand on a coupé un arbre, c'est le foutage de paix. Il va falloir attendre 40 ou 50 ans pour que les mêmes fonctionnalités soient rendues, mais ça va. Définir des espaces qui sont dédiés à la biodiversité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas accès, ça veut dire qu'on arrête de les exploiter, qu'on arrête de courir partout et de lâcher les chiens et les chats dedans. Rediversifier et reconnecter les milieux avec une mosaïque d'habitat, pérenniser ça au travers d'un plan de gestion pour pas que le prochain exécutif, le prochain propriétaire change. Il y a plein de dispositifs qui se mettent en place, qui ne sont pas encore forcément tous pérennes, mais qui commencent à se mettre en place, et les laisser un petit peu tranquilles, c'est juste partager le territoire. Donc voilà un exemple de ville, on va végétaliser, bon, on prend souvent cet exemple-là. On a eu bon, c'est une image d'artiste, c'est pas, on n'en met pas dedans, mais voilà, on a eu tendance à faire ça. On a tendance maintenant à plutôt faire ça. Voilà, en 20 ans, 30 ans, ce qui a été changé à ça dehors pour notre rue depuis quelques années à Amsterdam. Donc on peut changer véritablement des ambiances. Mais ça veut dire qu'en fait, si vous voulez que les élus un jour fassent ça veut dire qu'il ne faudra pas leur écrire tous les 2 jours en disant il n'y a plus de place, je ne peux plus aller chercher mon pain en voiture. C'est ça l'investissement de la société. Moi, je prends parti pour personne, ou pour la planète, pour le vivant, là, pour le coup. Mais à un moment, si dans une rue, quelqu'un vous fait ça,
Moi, je veux bien savoir le nombre de lettres que vous allez recevoir en disant que c'est juste pas possible, que c'est une privation de leur liberté, etc. Non, on parle bien commun. Je reviens à ce que disait l'IPVS, c'est leur dépasser les intérêts particuliers pour l'intérêt commun. C'est de ça dont je parle. Évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Des personnes avec des handicapés. OK. Il y a plein de dérogations, plein de modalités pour les accompagner. Tout commence par le sol. L'eau, c'est la vie, certes, mais si on est sur Terre, il va falloir de l'eau, on va reparler, mais 23% du vivant vit à l'intérieur du sol, et donc il va falloir restituer cette matière organique. Donc je vous rappelle, 30% de nos poubelles grises, 30%, alors qu'on a renoncé le compostage, mais ça ne marche quand même pas super bien, pourtant vous avez une asso qui est efficace juste à côté, 30% des poubelles grises, du tout bien, qui va à l'incinération ou à l'enfouissement, selon les modes de retraitement, c'est de la matière organique. Ça devrait redevenir de la terre. Ce qu'ont fait les chiffonniers pendant des siècles, récupérer la matière organique, la ramener chez les paysans et la mettre à composter. Et 95, 18, 19% de nos excréments, qui sont essentiellement des minéraux, du phosphore et tout un tas d'éléments indispensables pour la vie des plantes, partent dans l'eau, dans une centrale d'épuration et puis à la mer. C'est quand même fabuleux. Alors que restituer la matière organique dans le sol, ça veut dire stocker de l'eau, vous allez voir à quel niveau, ça veut dire capter plus de carbone, bien plus efficacement que les forêts, si je vous montre ça, et donc assurer les moyens de la vie des plantes, des bactéries, des champignons, etc. Dans 20 cm, donc juste ce petit exemple, pardon, dans 20 cm3 de terre, dans une cuillère à café de terre, il y a plus d'organismes que d'humains sur Terre. Mais dans 1 cm3 de terre, il y a 1 à 5 km de champignons. Il y a 1 million à 1 milliard de bactéries. Il y a 10 000 à 60 000 protozoaires, 50 à 100 nématodes, un colombo, des insectes et un demi-vérotière. Oui, ce que c'est que la vie, en fait. Ce n'est pas des cerfs et des cigognes. Je n'ai rien contre les cerfs et les cigognes, on se défend, on n'a rien à passer. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, ça c'est un chiffre qui vient de la Chambre d'agriculture qui nous montre en fait planter des arbres, c'est très bien, enfin planter des arbres, c'est ce qu'il faut pour fixer du carbone. Mais surtout, si on veut fixer du carbone, c'est la matière organique qui est dans le sol, qui stocke plus de carbone que les forêts. Et comment on produit de la matière organique? Ben, vous, avec vos poils, vos plumes, non, vous n'avez pas plus, vos toiles, vos ongles, vos excréments, c'est de la matière organique. Vous vous rappelez qu'on a dit que 82% de la biomasse terrestre, c'est des plantes. En fait, c'est bon, 0,37%, c'est pas les 50% de matière organique, c'est pas nous. C'est les plantes. Et c'est de l'arbre. Vous imaginez un arbre, les quantités de feuilles, de branchettes qui perd chaque année? C'est ça qui développe dans le sol. Donc, on voit, on les souffle. On les enlève, je ne sais pas. C'est pas parce que quelqu'un qui est rentré dans l'eau, qui allait nourrir l'arbre, qui allait stocker du carbone, et qui allait revenir dans l'eau, qui allait retirer l'eau. C'est quand même dommage. Du coup, donc, on va faire un choix sur les modalités de gestion. On peut même commencer à déminéraliser. Ça, c'est Toto Etienne qui a été mis en place à Lyon, mais ça s'est bien répandu. Je ne sais pas si vous en faites à Caluire, il permet de végétaliser, les micro-implantations florales, ça porte super en nom. Où on peut découper les dents ou déminéraliser certaines zones, soit avec planter des petits fleurs, comme ça c'est joli, c'est sympathique, ça participe de la rentrée de la nature en ville, de l'omniprésence, etc. Très bien. C'est pas suffisant, mais ça y participe. Et puis parfois, ça peut être un peu plus large, ça peut être des parties de trottoir qui sont déminéralisées. Évidemment, il faut tenir compte des gens qui vont avoir une canne, qui vont avoir un fauteuil roulant, qui vont. Ok, bien sûr, ceci ne remet pas cela en question, bien évidemment. C'est comme les arbres qui sont implantés à côté des ouvrages techniques, bah, évidemment, on évite parce que c'est dangereux pour plein de raisons. Donc on les écarte des ouvrages techniques. Donc on ne les plante pas au bord des maisons comme on fait sur les rues, mais on arrête les voitures dans les rues, il y a toujours des arbres au milieu. Très bien, comme ça les arbres montent au-dessus du 5, 6, 7, 8, 9e étage sans problème, sans problème. On a 100 pour des aides, mais 100. Les platanes, par exemple, ils sont mesurés à 43 mètres, passe au-dessus du 12e étage, donc 100. Et puis si on s'en tient comme à Caluire, j'imagine que c'est le 10e étage, pas beaucoup. Si on s'en tient, mais si on s'en tient à 5, 6, 8 étages, c'est-à-dire au-dessus, on ne peut pas faire de construction écologique pour des questions de prise au vent, de monter des matériaux, etc. Et bien tous les arbres passent au-dessus du 10e étage, c'est pas trop. Par contre, si on n'a pas de place du tout, on peut installer des plantes méditerranéennes, des plantes qui poussent typiquement, naturellement, dans des lieux très pauvres, très secs, caillouteux, sablonneux, et carides. Romarin, thym, sarriette, hysope, hélicryse, et j'en passe, c'est les meilleurs. Voilà, ça c'est facile quand on n'a pas de place. On peut même laisser ces choses-là, parce que pendant longtemps, on a nettoyé. Il y a un coup de broyeur ici, un coup de pesticide ici, et un coup de, pareil, de déparosité. Comme ça, tout était bien propre, bien nettoyé. Donc, en fait, ce sont des espaces. Évidemment, les plantes qui poussent dans les murs, ce n'est pas les mêmes qui poussent en lisière foraine, ce n'est pas les mêmes qui poussent sur le talus. Donc, ça augmente la diversité des micro-milieux et donc des espèces florales qui s'y installent et donc des animaux qui s'y installent. C'est juste ça qu'on va placer. Sur les murs, on peut laisser les murs au soleil, se réchauffer et redistribuer la chaleur le soir, ou bien les faire et les équiper de murs végétaux naturels en
au pied, ça pousse tout seul, il n'y a rien à faire. Il faut juste nettoyer quand ils arrivent sous des chenaux, une fois tous les 3 ans, les couper d'un mètre. Voilà. Quand on a des plantes sur ou à proximité d'un bâtiment, il faut les gérer, c'est tout. Mais ce n'est pas compliqué. Si vraiment ça pose un problème, on peut tout à fait mettre un treillis, comme la piscine de 5 fois, peut-être qu'il y a des bâtiments à calmer comme ça, j'en sais rien. La piscine de 5 fois, où il y a un treillis qui a été mis autour de la bulle en verre, enfin, cube en verre, et l'été, il y a des plantes, donc ça ombrage, l'hiver, elle tombe, donc ça réchauffe. C'est simple, hein, c'est des feuilles d'été, des feuilles. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on protège les arbres? Voilà, généralement, je vous le dis, d'abord, pour le paysage, parce que là, on a aussi, si on s'en tire, là, je suis parti des humains, hein, jusqu'au reste, j'ai inversé mon processus de réflexion, c'est pas tout à fait le premier argument qui me vient à l'esprit, je change de parole. Mais améliorer l'esthétique, l'attractivité, et éventuellement la valeur foncière, ce qui d'ailleurs peut être un contre-argument, parce que augmenter la valeur foncière d'un site en le végétalisant, il y a un phénomène de gentrification derrière et d'exclusion des plus pauvres. Donc ça peut être un contre-argument, ou en tout cas un argument qui est à double tranchant. Mais ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie, le bien-être physique, moral, et évidemment par la filtration de l'air, par la présence de nature. Nous sommes des animaux, je me répète lourdement, mais nous sommes des animaux. Donc la présence d'autres animaux, de plantes, de bruits, d'odeurs, nous rend heureux, et nous rend la vie belle, nous rend moins agressifs, réduit la pression artérielle, la tension, l'agressivité, la rechute, la prise de médicaments, la vitesse de rémission, etc. Et ça, c'est mesuré dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les maternelles, dans les prisons. Ok, donc il nous faut d'ailleurs, imaginez, parmi les deux, imaginez tous les bleus bourrus, tous les rouges, tous les jaunes, maintenant imaginez tous les verts. Là, c'est impossible parce qu'on a une telle dégradée de verre. Les verres, regardez ce moment, il y a des verres partout, mais une telle dégradée. Parce qu'on est des animaux forestiers. Et on est biologiquement fait pour distinguer les finesses entre les verres, pouvoir repérer nos proies, pouvoir repérer nos prédateurs, pouvoir repérer nos fruits, nos légumes et pouvoir dépasser dans les forêts. Voilà, et on ne pourra jamais compenser ce qu'on est en train de faire. Jamais, parce qu'on n'a plus le temps. Aujourd'hui, on coupe des arbres et on compense avec ça. Ça ne peut pas marcher. Sinon, on attend plusieurs dizaines d'années. Et ça, c'est plus acceptable. Alors que c'est l'inverse qu'il va falloir qu'on fasse. Ceinturer les résidences, les maisons avec des boisements, des haies, avec les 3 strates, on dirait une 4e, la strate muchinale, elle est toujours présente, les champignons, etc., les pierres qui sont au sol. Les bosquets, pareil, les villes peuvent participer dans les parcs, les privés, dans les résidences, dans les jardins, etc., à l'augmentation des espèces comestibles et des espèces à usage. Et évidemment, l'idée, c'est de rendre tous ces espaces qu'on martèle, de gestion aiguë, à une pondeuse, de taille, de poids, de rectilinisation, qui n'existe pas, évidemment, les rendre plus fonctionnels et attractifs pour la biodiversité. Voilà un exemple d'une autre palme à Paris, qui est un espace qui n'est plus géré comme les autres, qui a un peu été laissé à l'abandon quelques années, et c'est l'espace le plus riche en termes de biodiversité dans le parc, avec spontanément, quand on veut modifier une gestion, en fait, ressort du sol dans les terrains boisés des arbres sauvages, ressort du buis, ressort des érables, sycomores, plein des tilleuls, des frênes, des chênes, etc. Tout ça ressort. On a juste, en fait, à couper le conifère qui est à côté, c'est dans le parc de Paris, pour les laisser ressortir et pour modifier en quelques années la forêt. Les arbustes, quand je vous dis qu'il manque des arbustes, c'est les toines, les églantiers, les aubépines, les viornes, etc., les sureaux, toutes ces plantes-là, tout ça, ça manque. Ça fournit pourtant ces fleurs-là et énormément de fruits. Et alors, les zones boisées, au-delà de ces rôles-là, c'est le rôle biologique, elles vont un rôle mécanique, casser le vent, un rôle hydrique, c'est-à-dire se gorger l'eau en période d'humidité, restituer en période de sécheresse, et donc un rôle biologique majeur, au-delà de l'esthétique qui nous rend, les bestioles dans les haies qui se font après. Et voilà un petit schéma pour synthétiser cet aspect de conservation de l'humidité à proximité d'une haie et de cassage du vent à proximité d'une haie. Alors, pour planter, vous pouvez bénéficier effectivement des services communaux qui peuvent accompagner, c'est des professionnels de la plantation et sapeurs, donc ils peuvent tout à fait accompagner le grand public dans la replantation massive et l'accompagnement, comme ça a été dit au travers de Calgary ou de la métropole, de la plantation de vos espaces privés, résidentiels et collectifs, dans la modification des plantations ou le renouvellement ou la densification pour jouer un rôle dans l'intérêt, dans le bien commun. Évidemment, il y a plein d'assauts pour vous accompagner. Alors voilà, on va parler vite fait de ça. Transformer les paysages, facile, peu coûteux et efficace. Ça veut dire protéger l'existant, arrêter de couper les grands arbres, planter massivement au contraire des arbres et en groupe, ça se compte pas individuellement, ne plus détruire les zones mélimées, les reconstituer, diversifier les habitats en mosaïque avec le déboisement des herbacées, des génies, etc., etc. En plus, c'est des moments participatifs, conviviaux, tout à fait intéressants en termes de relations intergénérationnelles, de CSP, tout à fait intéressant dans les écoles, dans les camps publics, dans les hôpitaux, dans les casernes, etc.
naturellement, des arbres, là je dis juste ce qu'on peut apprendre dans ces journées-là. Naturellement, comme sur la photo à droite, les arbres perdent des feuilles et des branches énormément, qui sont sèches, dures, sèches, dures, grises, cassantes, c'est du carbone. Et c'est ça qui fait germer les arbres. C'est pour ça que les arbres germent au pied des arbres et germent pas au milieu de la prairie. Et donc, si vous voulez planter des arbres, il ne faut pas les planter dans une prairie parce que ça ne marche pas. Il faut d'abord déposer du carbone au sol pendant plusieurs mois. Il faut mettre une gros table, 20-30 cm, charger 20-30 cm de carbone sur une grosse largeur de plusieurs mètres, sur plusieurs mètres de long. Et c'est là-dedans que vous planterez des arbres au mois de novembre. Parce que pendant ce temps, les organismes vivants, champignons, bactéries, insectes, globores, etc., vont dégrader la matière, la faire rentrer dans le sol, et ça produit quoi? Stockage du carbone, stockage de l'eau, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et ça fait germer les arbres. Si ça fait germer les arbres, c'est qu'on est dans des conditions forestières, et c'est là-dedans que vos arbres pourront se maintenir. C'est-à-dire que vous creusez des prairies avec une bêche, 5 minutes, galérez bien, l'automne, pour mettre votre arbre, vous le refermez, vous le taillez, et avant, il a fallu travailler le sol avec de la machine. C'est super énergivore et super galère. Si vous avez déposé ce carbone pendant 8 mois, là, préalablement, à l'automne, vous enlevez le paillage et vous creusez la terre à la main, sans un outil, parce qu'en fait, la terre est tellement rapide, vous n'avez pas un outil. 10 secondes pour planter un arbre. 5 minutes, 10 secondes. Il va survivre, il va mourir. En fait, on peut faire les choses correctement, ou bien, la prochaine fois que vous achetez une maison, vous irez quand ils ont construit les fondations. Parce que c'est ça qu'on fait quand on plante des arbres dans une prairie. Et puis on dit à l'arbre, mais t'inquiète, on va construire des murs et un toit autour, t'inquiète. Ben, ça ne marche pas, en fait. Voilà des exemples de SL, je passe ces exemples-là parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Je passe ça aussi, on va le retrouver. Les espaces de prairie, voilà, pour rassembler les prairies en bord de route. Quand on fauche et qu'on exporte, parce que si on le voit sur place, on modifie le nourrissage du sol, on charge le sol en azote, pas de sévère, on charge le sol en azote, et on fait disparaître les fleurs. C'est pour ça que la plupart des bords de route et des autoroutes en France n'ont plus de fleurs. Parce qu'on avance avec une épargne et qu'on doit sur place, donc on enrichit le sol en azote. Résultat, les graines sont toujours présentes, mais elles attendent. Elles peuvent plus germer sans les nourrir. Et ça fait germer d'autres plantes, notamment les grosses graminées, les orties, etc., etc. Voilà, juste en dessous de chez moi, c'est magnifique talus. Alors moi, j'habite à la campagne, je vous le dis. Et qu'à la campagne, la gestion est un petit peu différente. Voilà ce qu'ils font quand ils viennent en fleurs. Je ne sais même pas à quel je l'ai pris en relance. À l'inverse, voilà la prairie. Ce terrain de plusieurs hectares, là, les prairies des Varennes, étaient tendues 8 fois, 10 fois par an, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Et sous l'accompagnement, la formation des gestionnaires, l'accompagnement des associations, on a pu les inciter à tendre des chemins qui emmènent les gens au milieu du parc, par exemple, aller au pied des arbres pour manger, se reposer, ce qu'ils ont à faire, mais 90% de la période est maintenue. Et en fait, c'est quoi qui nous intéresse? C'est de tout squatter, d'avoir les 10 hectares près quand on va avoir raser, quand on va avoir besoin de 300 mètres carrés. Non, on va tomber les 300 mètres carrés. Allez, les 500 pour être en France. Les 500 mètres carrés sur 10 hectares, l'impact il est négligeable. Mais à un moment, il faut bien couper. Bah oui, on a bien montré qu'on est au milieu de l'été, à partir de 15 juillet, on fait une fauche tardive, on coupe ça, mais on garde avant d'en herber de 3, 4, 5 mètres. Et ça va se rapprocher à contre-saison, sinon, encore une fois, la forêt va sortir. Donc, se rapprocher à contre-saison, quand celle-là va remonter. Idéalement, un terrain, il faudrait le partager en 3 et faire une fauche le 15 juillet, par exemple, une fauche tardive. Une autre le 15 octobre, le 15 novembre, ou le 15 octobre, c'est bien. Et puis une autre le 15 mars ou 15 avril. Et comme ça, on a 3 niveaux. Et là, la mosaïque d'habitat, si on a des crapauds et des lézards et des hérissons, on leur faut des arbres et des tas de bois et des haies pour se cacher. Et où est-ce qu'ils mangent? Dans l'herbe rasée. Si vous rasez même pas un chemin en terrain, votre hérisson va galérer pour manger. Par contre, si vous rasez l'ensemble du terrain, il n'y aura plus à manger. Le hérisson sera content, il pourra chasser. Il n'y aura plus rien à manger. C'est ça la mosaïque d'habitat, c'est ça la problématique de la gestion de tout faire en même temps. On veut couper, on a 200 mètres carrés, on y va, on coupe les 200 mètres carrés. On a 2000 mètres carrés, on y va, on coupe les 2000 mètres carrés. On a 4 hectares, on y va, on coupe les 4 hectares. Et c'est là le problème, c'est de tout se connecter d'un coup. C'est pas le problème du partage. Donc, la gestion différenciée, elle se différencie dans l'espace et dans le temps. Voilà des exemples de milieux très urbains. Rieux-la-Plate, le boulevard du Rhône, plutôt sympa, prairie de Sermonaz, magnifique, c'est juste en dessous. Magnifique, avec une diversité floristique et d'insectes incroyable. Et donc, il va falloir faucher et pas tomber. Faucher, ça veut dire couper l'herbe, la faire tomber. Et puis, une fois qu'elle sèche, on en fait des tas pour qu'elle sèche. On paille les arbres, très bien, ou on paille le potager, ou on fait des composts, mais il faut l'exporter pour appauvrir le terrain. Les prairies riches sont dans un terrain pauvre. Si on enrichit le terrain, on fait disparaître les fleurs. Donc, il faut couper et exporter. Donc, si vous ne faites rien, ça s'embuissonne, ça s'empêche, les arbres sortent, et en 10 ans, vous avez une petite forêt. Voilà, donc c'est des matériels qu'on va reformer et rééquiper les gens de matériel. Et arrêter de se nettoyer. Voilà un réalité d'insecte. Un arbre mort sur pied ou bouché, il est mort, sauf pour tout ce qui vit dedans. Donc vous aurez le temps de reprendre ça tranquillement, mais quand ce n'est pas un arbre mort, ça peut être un tas de bois.
Donc, ce n'est pas destiné à la cheminée, évidemment, si vous voulez dire, ce n'est pas destiné à la cheminée. Les salamandres qui sortent du feu, il y a plein de légendes avant. Les salamandres qui sortent du feu, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, en plein hiver, quand vous allez chercher des bûches dans la forêt, milieu d'hivernage des salamandres, et qu'on les mettait dans le feu, bah, au lieu de brûler, elles sortaient. Oh, incroyable, regarde, elles sortent du feu. Donc c'est un animal qui sort du feu, et par analogie, il crache du feu. C'est pour ça que la salamandre de François Ier, elle a changé de tête et elle crache du feu. Mais c'est pas vrai, c'est juste qu'on les faisait brûler dans des bûches et elles sortaient. Vous avez des bras super contents de voir. Je vous reparlerai d'eau. 71% de la surface. Ben voilà, cette petite animation, on a retiré les océans, ils sont là. Parce que 71% de la surface sur une Terre qui fait 6000 km de rayon. Okay, l'océan le plus profond, la fosse des Mariannes, fait 11 km. Sur 600, sur 6000, ça fait 1/600e de l'épaisseur de la Terre. C'est de l'eau. 1/600e. En fait, c'est l'eau qui coule sur la toile Sirius, les océans. Donc, on a beaucoup d'eau, mais pas tant que ça. Ça, c'est tous les océans réunis en volume. Ça, la deuxième boule, c'est toute l'eau douce gelée sur la Terre, au pôle et dans les glaciers. Et le petit point bleu, là, un peu plus petit que le point rouge, je ne sais pas si vous voyez du fond, eh ben, c'est toute l'eau douce libre. Les nappes phréatiques, les ruisseaux, les lacs, les mares, les étangs. Ok ? L'eau, c'est une denrée super rare. Super, super rare. Et bien pourtant, on a un réservoir qu'on néglige, c'est encore une fois le sol. Et le sol, dû à la matière organique, on y met dedans. Les champs avaient 5 à 6% de matière organique. Au milieu du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, on est passé en dessous de 1%. Aujourd'hui, il y a 87% des champs intensifs aux États-Unis qui sont passés en dessous de 0,5%. Pourquoi ces cette quantité de matière organique croît de façon exponentielle la quantité d'eau retenue? On voit que là, l'eau, c'est un peu problématique. Et à l'inverse, quand on verse aussi différentes strates avec des arbres, des arbustes, alors c'est les mots modernes d'agroforesterie, mais après on a des châtaignols d'Europe de l'Est qui sont super vieux, qui ne sont pas des mots modernes, ou les jardins de forêt qui peuvent atteindre 12, 15, 18% de matière organique. Et là, en plein été, le sol est tout. Un sol labouré et battant, il va absorber 1 mm d'eau par heure. Un sol vivant, même pas forestier, il va absorber entre 3 cm et 15 cm, c'est-à-dire 30 à 150 fois plus. Les zones humides. Les zones humides, voilà, la sauvegarde, le centre social de la sauvegarde, il y a 22, 23 ans. Voilà, 6 mois après l'avoir mise en eau, voilà, et voilà 1 an après. Ça va vite, évidemment, si vous vous intéressez, on parlera de cette problématique qui est une rigolade, parce que ça ne vient pas de là. Et surtout, c'est un lieu extrêmement riche, c'est les biotopes les plus riches dans les milieux tempérés, et donc c'est une porte ouverte vers la nature incroyable pour sensibiliser les enfants. Il y a des choses extraordinaires à voir dans l'eau, dans le cycle des animaux, dans le cycle des végétaux, et surtout dans ce que représente l'eau en termes de vie. 65% du corps d'un humain, c'est de l'eau. Quelqu'un qui fait 70 kg, il a 45 litres d'eau. Voilà, vous avez devant vous 45 litres d'eau. Mais les plantes, c'est 80-90%. Et les plantes aquatiques comme les algues ou les animaux aquatiques comme les méduses, c'est 98%, 99% d'eau. On a besoin d'eau. Et on a besoin des enfants. Donc, on va faire de la pédagogie. Et même associer les zones humides à l'investissement des communes dans la relocalisation du traitement des eaux usées au travers des espaces de phytoépuration dans lesquels on va rendre une filtration physique, mécanique et biologique, et donc de l'eau libre disponible pour la faune et pour la flore environnante. Génial, une pierre 4 coups. Parfait. Encore le jardinier dans les villes. Voilà la petite association Ostara qui a récupéré ce magnifique terrain à rue Saint-Pierre-de-Besse que vous pouvez visiter. Voilà ce qu'ils en ont fait en 2 ans. Voilà de l'autre côté, il y a même une petite mare. Ouais, c'est un jardin sans arrosage. Alors qu'actuellement, on a quand même cette image du potager bien propre et tout ce qu'il ne faut pas, vous le direz tranquillement, pas bien que. Alors qu'en fait, un potager, ça pourrait ressembler à ça, à peu près l'inverse. Les jardins privés, des maisons en France, qui sont, ça fait le modèle dominant, ce pas des cailloux noirs et des cailloux blancs, des plantes exotiques, des herbes magnifiées, ce n'est pas des rôles en plastique. Je ne plaisante pas, on en est là. Représente 1 million d'hectares. Donc, 1 million d'hectares, ça me parle peut-être pas, c'est presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles françaises. Ça veut dire, je vais reformuler ça différemment, si chacun, les maisons privées, si chacun qui a une maison privée rendait 1/4 de son jardin, on doublerait la surface des réserves naturelles françaises. Un potentiel incroyable. Bon, bah, à ça, vous ajoutez les résidences, les hôpitaux, les campus, les zones d'activité commerciale, les bords de route, les échangeurs, les casernes, je pense que les entreprises, etc. C'est des millions d'hectares qu'on ravage. Et donc, c'est par l'usage qu'on est fini. Je vous l'ai déjà dit, ça, l'usage.
On a déjà parlé. Excusez-moi, j'ai fait ce que je pas. Parce que j'aurais dit raconter la même chose. Et je l'ai déjà dit à 2 personnes aujourd'hui, 2 journalistes. Donc, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dit. C'est par l'usage. Si sur un espace, la seule personne qui passe, c'est un bonhomme qui suit une tondeuse, ça ne sert à rien de tondre. Parce qu'il n'y a pas d'usage. Si sur cet espace, il y a des enfants qui jouent, il y a des gens qui sont bons, il y en a qui font un pique-nique, il y en a qui font une partie d'échec, il y a un usage. Très bien, très bien. Il y a un usage, les humains, c'est une espèce, c'est le droit aussi, très bien. Mais s'il n'y a personne, on tombe pourquoi? Pour faire joli? Pour dépenser du gaz? Pour méthaniser l'air? Pour détruire les animaux qui étaient dedans? C'est quoi l'intérêt? Ah, pour faire joli. Ok, pour faire joli. C'est vrai que c'est joli. Nous, on accompagne les habitats collectifs à faire ça, par exemple. Avec le CAE, le Conseil en architecture, urbanisme et environnemental de la métropole de Lyon, on les reçoit, les collectifs, on en suit 48 au travers d'un projet collectif, mais on en reçoit 8 par mois, chaque mois, pour les accompagner sur ces projets et transformer ça en ça. Ça, c'est une animation. Okay, c'est une animation. Et je peux vous le montrer en vrai. Voilà. Les jardins, c'est ça. C'est des herbes tendues avec des arbres exotiques. Maintenant, regardez ce jardin. Des herbes tendues, un fortifiable, un arbre exotique qui fait des fleurs jaunes, ça sert à rien. Il est joli, mais il ne sert à rien pour la gueule. Et un pêcher plein de champignons qui est mort dans les 2 ans. Voilà en 10 ans la transformation de ce jardin. Vous êtes assis, hein? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on peut faire, ou ne pas faire. Arrêtez de mettre une main, se reculer, regardez les arbres pousser. Ça donne ça en vie. C'est-à-dire que les frênes dépassent la maison. La haie, là, l'aubépine qu'on devine à peine, là, elle fait 12 mètres d'eau. C'est ça, en fait, la nature. Vous voulez voir les autres côtés, parce que ça fait un côté. Moi, je vais derrière la maison. Et bien, en fait, 10 ans après, ça donne ça. Maintenant, je retourne l'appareil photo. Les côtés, c'était comme ça. Non, c'est comme ça. Et le devant de la maison, il ressemblait à ça. Maintenant, c'est ça. Vous voyez, les frênes dépassent la maison. Et là, effectivement, on entend des oiseaux. C'est ombragé, c'est pas chaud. Oui, il y a même des piquets. Je connais bien cette maison parce que c'est mon jardin. Et oui, forcément, je connais bien les 2 années qui viennent de sécurité. Non, je connais bien. Quand on était là, ça, c'était intenable. Les premières années, on ne pouvait pas rester sur la terrasse, c'est plein ouest, c'est-à-dire qu'à partir de midi, c'était intenable. On ne pouvait pas rester dans la maison. Ensuite, au bout de 2-3 ans, on a mis les piquets, les grands piquets que vous avez vus, avec une grande bâche. On tendait la bâche chaque année pour avoir un peu d'ombre. L'ombre d'une bâche, c'était pas super génial. Mais le bébé frêne que j'ai planté, qui faisait 10 cm et qui, 10 ans après, fait 12 mètres de haut, maintenant il fait de l'ombre, et il est planté au sud-ouest de la maison, et la terrasse est à l'ombre. Et la maison est complètement ombragée. Je n'ai pas mis la façade sud, mais la façade sud, elle a un laurier sauce, une glycine et une vigne qui couvre l'intégralité de des murs, donc la façade sud est complètement faite. Alors que c'est censé être chaud. Voilà, c'est à ça qu'on peut faire. Donc, si toutes ces choses vous intéressent, vous les retrouverez là-dedans. D'ailleurs, c'est plus à destination des paysans, mais tous les gestionnaires peuvent les retrouver ça. Mars, avril 2020, on a été bloqué dans nos formations, on n'a pas pu intervenir, évidemment, comme tout le monde. Et donc, on a demandé à des financeurs si on pouvait faire des petites vidéos pour les faire passer aux paysans, aux étudiants. Et je vous dis à tout jardinier, on a fait intervenir notamment des paysans dans 5 films qui vont être 5-10 minutes sur la mosaïque d'habitat, les prédateurs, les parasiteurs, les recycleurs, les pollinisateurs, et comment accueillir les auxiliaires. Vous retrouverez quelques éléments de gestion. Je vais finir maintenant en vous parlant de ce petit guide que je vous ai amené. Et là, c'est un petit guide papier. Je ne vais pas vous le présenter, je vais laisser Merlin vous le présenter. On sort une application, c'est une question de jours. Dans 1, 2 ou 3 jours, elle sera disponible sur le site pour faire la même chose, mais sur une application si vous préférez. Donc, un truc numérique, ça m'intéresse, c'est pas super, mais il paraît que c'est mieux. Et donc, je vais laisser Merlin vous le présenter. Alors, évidemment, quand je dis Merlin, vous savez pas ce que je parle. J'espère que vous allez tout entendre. Je vais faire un relais avec le micro. 2 minutes, ça dure. Vous avez gagné 2 mois, hein? Oui, mais j'ai été absorbé pour y prendre par ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des biais de pollinisation par anthropologie. Ça savoir, vous rendez votre jardin, c'est une biodiversité, d'accueil des pollinisateurs. Et très bien, mon jardin. Il y a des fleurs, de l'herbe, des arbres, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Attends, c'est simple que ça. Hein? Quelle fleur, quelle herbe, quels arbres. Une fleur, c'est une fleur. Pour une abeille, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout, justement. Puis à part les abeilles, il y en a plein d'autres, c'est pollinisateurs. Ça m'a l'air bien compliqué contre eux. En fait, tu rigoles. C'est compliqué, je réponds. C'est comme un téléphone magazine. Ah ouais, mais si les réponses sont mauvaises, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise note. Il n'y a pas de mauvaise note. Aider à comprendre que tu peux améliorer.
Mais moi, c'est vraiment les plus envolés. Et je l'ai dit là, moi, il n'est pas question de tout envoler. Le plus souvent, la solution, c'est justement de laisser agir la nature. Parce que la nature, elle ne nous a pas attendu. Une herbe un peu plus haute, des branches fortes laissées au sol, c'est pas grand-chose, et ça fait tout. Et c'est on va remplir ton truc. Une demi-heure. Et on trouve ce diagnostic ici, j'en ai clair pour toi. Une demi-heure, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que c'est pile le temps que je vais te mettre dans la vue sur la sortie de mon lit. Allez, roule, ma roule. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez compris pourquoi je vous ai Merlin. Merlin et Perceval, il y a quelques-uns qui l'ont. Ces deux acteurs de la série Kaamelott, avec qui on a fait une petite série de 6 épisodes autour de la végétalisation. Donc, vous allez ça prendre quelques éléments qu'on a évoqués, évidemment au plus rapide, à destination des gens qui viennent pas de voir. Vous êtes là avec eux, vous parlez pendant 1 heure, très bien. Ceux qui ne viennent pas nous voir, on fait d'autres supports comme ça pour essayer de les toucher. Quand on dit pollinisateur, pourquoi est-ce qu'on parle de pollinisateur? Parce que pollinisateur, en France, je vous donne un carton. Quand on prononce ce mot, les gens pensent abeilles, papillons, fleurs et fruits. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime les abeilles, les papillons, les fleurs. Et donc, en réalité, les pollinisateurs en France, c'est 25 000 espèces. Et pour répondre aux besoins de ces 25 000 espèces, dont les adultes mangent des fleurs, ok, les pollinisateurs, c'est des fleurs pour les adultes, et les larves, les crottes, les excréments, c'est une chose, pardon, des proies, des feuilles mortes, du bois pourrissant, voilà, tout un tas d'autres besoins. Et donc, c'est bien en rétablissant des zones de refuge, des zones de repos, des zones de transition, des zones d'unification, des matériaux d'unification, etc., qu'on pourra leur rendre un service aux pollinisateurs et bien plus largement, parce qu'en fait, bénéficieront de ces aménagements et de cette gestion une biodiversité bien plus large. Donc, on va conclure en disant que les solutions, elles sont simples, elles sont fondées sur le fonctionnement de la nature. Il va falloir qu'on déminéralise dans les villes, évidemment, qu'on cesse urgemment, qu'on cesse urgemment les pollutions, c'est pas ça, voilà, qu'on cesse urgemment les pollutions, notamment qu'on éteigne les lumières, qu'on favorise les ressources disponibles localement et qu'on protège l'existant. En termes de lignes de plantation d'arbres et d'arbres, ça veut dire laisser les boisements naturels se reconstituer. Si on les reconstitue avec des espèces locales, celles qui seront adaptées au milieu et aux espèces. On peut parler, si vous voulez, d'adaptation au changement climatique, si c'est une problématique qui vous intéresse, et se dire, mais si on plante des trucs qui sont régénératifs, on vient par mourir, pas de levier, on parle des coups. Diversifier les plantations, les strates, les abords, les contours, laisser des zones dans une libre évolution, ce sont les plus riches, pas de problème, et différencier les gestions et les modalités de gestion dans l'espace et dans le temps. Pour les plantations bien passées, c'est la même chose. Laissez les espaces se reconstituer. La plupart des pelouses et des gazons montants, si vous ne mettez pas la tondeuse, en fait, ça fleurit. Ah, mais j'ai que des pâquerettes et des pissenlits. Oui, bah, attends un petit peu. Tu auras des trèfles blancs, et encore un petit peu, parce qu'il y en a qui fleurissent à 20, à 25, à 30, à 35, à 40. Mais si on roule toujours à 10, ben, on ne les verra jamais, ces fleurs. Donc, la plupart de ça concluent, ça vaut le coup. Diversifier pareil les plantations. Faucher tardivement et en décalé, en exportant pour éviter d'enrichir la prairie et de faire disparaître les fleurs, jamais d'amendement évidemment. Les haies et les bosquets aident les prairies à fonctionner et il faut aussi des points d'eau, évidemment. Tout ça ne sera possible avec les pouvoirs publics, mais vous l'avez compris, pas tout seul. Avec vous, mais vous l'avez compris, ça ne suffira pas parce que chaque jardin, chaque petite commune sympathiquement gérée ne suffit pas, c'est à l'échelle du paysage et c'est en emmenant énormément de gens. Un jardin, ça ne sert à rien. Par contre, si les 2 ou 3 jardins autour, le parc et l'espace vert de l'entreprise ou de l'hôpital jouent le jeu, là, effectivement, on commence à avoir un effet des paysages. On veut de l'eau? Ok, 100 km², 10 000 hectares de boisement de feuillus, ça produit suffisamment de nuages et suffisamment de pollen pour agréger les molécules d'eau pour fabriquer des nuages et de la pluie. On a là, on peut le faire, ça arrête le désert, vous savez, il faut le galer le chanter. Et donc, il va falloir qu'on embarque tout le monde. Et tout le temps. C'est-à-dire l'agriculture, l'horticulture, l'élevage, on les accompagne financièrement, techniquement, financièrement. Les espaces publics, les espaces privés, je ne vais pas vous les reliciter tous, vous les connaissez, et je finis par 2 citations, une de Robert Hénard, un philosophe suisse, un naturaliste, peintre, sculpteur, qui disait, il y a 60 ans, un jour viendra, et plutôt qu'on ne le pense, le degré de civilisation se mesurera non à l'emprise sur la nature, mais à l'étendue, à la qualité de sauvagerie et de nature qu'elle laissera subsister. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de voir la nature comme une agression permanente, comme une entrave à la production, comme une gêne. En fait, ça, c'est les résultats de la simplification des habitats et des milieux. On se tape plus que les gènes, les moustiques, les mouches, etc. En réalité, la nature, c'est une plus-value pour la santé physique, pour la santé morale, pour les productions agricoles.
Et pour la filtration de l'air, pour la filtration de l'eau, tout simplement les conditions de vie. Et bien, et comme il faut bien laisser la dernière parole aux enfants, j'ai juste rajouté 2 mots sur leur pancarte, parce que moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Il est peut-être encore temps, mais c'est vraiment maintenant qu'il va falloir y aller. Et voilà, sur ce, j'ai fini ce que j'avais à vous raconter. Je suis disponible pour les questions.